L'histoire commence par une révélation qui change à jamais la vie d'un millionnaire. Il croyait que ses filles étaient mortes dans un accident, mais la vérité était sur le point d'être révélée. Une femme de ménage, récemment engagée, reconnaît les filles sur une vieille photo et révèle qu'elle les a vues à l'orphelinat, bouleversant ainsi le monde du millionnaire. L'hôtel particulier de Neuilly-sur-Seine était l'un des trésors architecturaux de Paris. Avec ses jardins immenses et ses fenêtres qui reflétèrent le coucher du soleil, il était impossible de ne pas admirer sa beauté. Cependant, derrière ces murs imposants, vivait un homme dont l'âme portait un vide plus grand que toutes les pièces de sa résidence réunies. Laurent Fournier, à 52 ans, était propriétaire de l'un des plus grands groupes de promotion immobilière du pays. Fournier & Associés, une entreprise qui avait transformé le paysage urbain de plusieurs grandes villes françaises. Les employés qui travaillaient à l'hôtel particulier connaissaient bien la routine de leur patron. Se lever tôt, prendre son café seul sur la terrasse, donnant sur les jardins, travailler dans son bureau jusqu'à tard dans la nuit et, occasionnellement, fixer avec un regard lointain le portrait de deux petites filles souriantes posées sur son bureau. Personne n'osait poser de questions sur la photographie. Tous savaient que c'était un sujet interdit, une blessure qui ne s'était jamais refermée. Il y a 8 ans, Laurent avait perdu ses filles jumelles, Béatrice et Blanche, dans un événement tragique qui avait changé sa vie à jamais. Les fillettes n'avaient que 6 ans lorsqu'elles avaient disparu lors d'une promenade au bois de Boulogne. La version officielle était qu'elles s'étaient perdues, et dans la confusion, auraient été emportées par les eaux du lac lors d'un violent orage qui s'était abattu sur le parc cet après-midi-là. Les corps n'avaient jamais été retrouvés, mais les autorités, après des mois de recherches infructueuses, avaient déclaré qu'il n'y avait plus d'espoir. Depuis lors, Laurent s'était plongé dans un isolement profond. Il avait divorcé d'Hélène, sa femme, qui n'avait pas supporté la douleur de la perte et la froideur qui s'était emparée de son mari après la tragédie. Il s'était jeté dans le travail, développant ses affaires de manière quasi obsessionnelle, comme s'il tentait de combler le vide laissé par l'absence de ses filles, avec plus d'argent, plus de pouvoir, plus de tout, sauf de ce qui comptait vraiment. « Monsieur Fournier, le café est servi », annonça Madame Carmen, la gouvernante qui l'accompagnait depuis plus de 20 ans. Cette femme aux cheveux gris et au regard maternel était l'une des rares personnes qui parvenait encore à arracher quelques mots à son patron en dehors des ordres secs liés au travail. « Merci, Carmen. Laissez-le sur la terrasse, s'il vous plaît, » répondit-il sans lever les yeux des documents qu'il analysait. « Monsieur doit se nourrir correctement. »« Cela fait 2 jours que vous touchez à peine à votre nourriture, » insista la gouvernante, avec la liberté que seules les années de service lui permettaient. Laurent la regarda enfin, un faible sourire aux lèvres. « Ne vous inquiétez pas. J'ai une réunion importante aujourd'hui et je dois réviser ces documents. » Madame Carmen soupira, connaissant bien cette excuse. Avant de sortir, elle annonça « La nouvelle jeune femme commence aujourd'hui. La femme de ménage que j'ai recommandée pour remplacer Madame Lourdes. Vous vous souvenez ? » « Oui, oui. Vous m'en avez déjà parlé. J'espère qu'elle sera aussi discrète que Lourdes. C'est une brave fille. Elle vient de la province d'Auxerre, en Bourgogne. Elle a vraiment besoin de ce travail. Elle a une histoire triste, la pauvre, mais elle est très appliquée. » Laurent hocha la tête, montrant peu d'intérêt. Pour lui, les employés n'étaient que des rouages nécessaires pour faire fonctionner la maison pendant qu'il se consacrait à ses affaires. Leurs histoires ou leurs problèmes personnels ne l'importaient guère, tant qu'ils faisaient leur travail correctement et ne perturbaient pas sa routine. Ce même matin, Sylvie Martin arriva à l'hôtel particulier. À 45 ans, elle portait sur son visage les marques d'une vie difficile, mais conservait dans ses yeux bruns une dignité qui attirait l'attention. Elle portait des vêtements simples, mais propres et bien repassés. Ses cheveux noirs étaient attachés en un chignon bas, et ses mains, bien que rêches par le dur labeur, se mouvaient avec délicatesse. Madame Carmen la reçut à l'entrée de service. « Bonjour Sylvie. Ponctuelle comme convenu, c'est une bonne chose. Bonjour Madame Carmen. »« Je vous remercie beaucoup pour cette opportunité, » répondit Sylvie avec son doux accent bourguignon. La gouvernante expliqua les règles de la maison et les tâches que la nouvelle employée devait accomplir. Elle lui montra où se trouvaient les produits d'entretien, les zones nécessitant une attention particulière et enfin, les endroits qui étaient pratiquement interdits. Le bureau de M. Fournier ne doit être nettoyé que lorsqu'il n'est pas à la maison, et même dans ce cas, ne touchez à rien sur son bureau. Compris ? Il est très réservé et n'aime pas qu'on touche à ses affaires. Oui, madame, c'est noté. Ah, et il y a une chose. Sur le mur du couloir menant au bureau, il y a un portrait de 2 petites filles. Ce sont ses filles.
Ne commentez jamais cela. C'est un sujet délicat. Sylvie acquiesça sans poser de questions. Elle-même savait combien il était difficile de gérer des sujets douloureux et respectait le silence des autres sur leur propre peine. Elle commença son travail par les chambres d'amis qui étaient rarement utilisées. La demeure, bien que grandiose, avait un air de solitude impressionnant. C'était comme si le luxe et l'opulence tentèrent de masquer une tristesse profonde qui émanait des murs. En nettoyant, Sylvie observait les détails, les meubles coûteux, les œuvres d'art de valeur, les objets de décoration qui coûtaient certainement plus que ce qu'elle ne gagnerait jamais de toute sa vie. Au bout du couloir du 2e étage, une porte entr'ouverte révélait une pièce qui ne figurait pas sur la liste de celles qu'elle devait nettoyer. Poussée par la curiosité, Sylvie jeta un coup d'œil à l'intérieur et sentit son cœur se serrer. C'était une chambre d'enfant. 2 berceaux identiques, côte à côte, étaient impeccablement faits, comme s'ils attendaient des occupantes qui ne reviendraient jamais. Sur les murs, un papier peint avec de petits papillons colorés. Sur une commode, des poupées et des peluches soigneusement rangées. Le temps semblait s'être arrêté dans cette chambre. « Vous ne devriez pas être ici !» La voix grave de Laurent la surprit, la faisant sursauter. « Je suis désolé, monsieur. Je ne savais pas... » La porte était ouverte et... balbutia Sylvie, sentant son visage brûler de honte. « Cette pièce ne fait pas partie de vos obligations. N'entrez plus jamais ici, » dit-il avec une froideur qui contrastait avec la douleur évidente dans ses yeux. « Pardon, cela ne se reproduira pas, » répondit-elle, baissant le regard et sortant rapidement. Pendant le reste de la journée, Sylvie travailla en silence, évitant de croiser son patron. La découverte de cette chambre intacte, comme un sanctuaire figé dans le temps, l'avait profondément troublée. Il y avait quelque chose dans cette maison, au-delà du luxe et de l'opulence évident, qui éveillait en elle une inquiétude inexplicable. En fin d'après-midi, alors qu'elle terminait de nettoyer le couloir menant au bureau de Laurent, Sylvie vit enfin le portrait mentionné par Madame Carmen. C'étaient 2 petites filles identiques, d'environ 6 ans, avec de grands yeux verts et des boucles dorées. Elles souriaient avec l'innocence propre à leur âge, sans imaginer le destin qui les attendait. Sylvie sentit ses jambes flageoler, son cœur s'emballa, et une sueur froide parcourut son échine. Ses visages, ses sourires, elle connaissait ses enfants. Impossible de ne pas les reconnaître même après tant d'années. « Ce n'est pas possible », murmura-t-elle pour elle-même, s'approchant du tableau comme en transe. Un problème ? La voix de Madame Carmen la ramena à la réalité. Sylvie tenta de dissimuler son choc. « Non, rien. J'admirais juste le portrait. Ce sont de très belles petites filles. »« Elles l'étaient, oui. Un ange les a emportées bien trop tôt, » répondit la gouvernante avec regret. « Ce fut une tragédie qui a détruit cette famille. Monsieur Fournier n'a plus jamais été le même. » Sylvie acquiesça, incapable de dire un mot de plus. Son cerveau travaillait frénétiquement, essayant de relier les points. Comment était-ce possible? Comment ces fillettes, qu'elle avait connues dans des circonstances si différentes, pouvaient-elles être les filles du millionnaire Laurent Fournier? Et si c'était vraiment elles, qu'est-ce que cela signifiait? La vérité qui commençait à se former dans son esprit était trop troublante pour être acceptée immédiatement. Cette nuit-là, de retour dans son petit appartement du 15e arrondissement, Sylvie ne parvint pas à dormir. Les images des 2 fillettes du portrait se mêlaient aux souvenirs de 2 enfants qu'elle avait connus ailleurs, dans une autre vie. C'était comme si le destin avait tracé un plan élaboré pour la placer dans cette demeure, face à un passé qu'elle croyait enterré. « Si c'est vrai, » murmura-t-elle au plafond sombre de sa chambre. « Que dois-je faire ?» La question resta sans réponse, résonnant dans le silence de la nuit. Sylvie savait qu'elle se trouvait à un carrefour qui changerait non seulement sa vie, mais aussi celle de nombreuses personnes. La vérité ne libère pas toujours. Parfois, elle détruit avant de reconstruire. Et maintenant, cette vérité pesait sur ses épaules comme un fardeau qu'elle ne savait pas si elle avait la force de porter. Chapitre 2. Secret du passé. Les jours suivants furent un véritable tourment pour Sylvie. Chaque fois qu'elle entrait dans la demeure des Fournier, elle sentait le poids du secret qu'elle portait. Ses mains tremblaient en nettoyant les couloirs près du portrait des fillettes, et son cœur s'accélérait lorsqu'elle entendait les pas de Laurent approcher. Le doute la consumait. Devait-elle raconter ce qu'elle savait ou garder pour elle une vérité qui pourrait détruire le peu de paix que cet homme parvenait encore à maintenir? Le matin de son 5e jour de travail, alors qu'elle nettoyait l'immense salon principal, Sylvie entendit une dispute venant du bureau de Laurent. La porte était entr'ouverte et les voix altérées résonnaient dans le couloir. « Laurent, tu dois aller de l'avant. 8 ans se sont écoulés, »
disait une voix féminine chargée d'émotion. « Je ne peux plus vivre comme ça, à attendre que tu surmontes ce deuil qui semble ne jamais finir. »« Ne me demande pas ça, Lucienne, » répondit la voix grave de Laurent. « Tu savais où tu mettais les pieds quand nous avons commencé notre relation. Je n'ai jamais promis que j'oublierais mes filles. Je ne te demande pas de les oublier. Je te demande de vivre, de cesser de laisser cette chambre intacte comme si elles allaient revenir à tout moment, d'arrêter de t'enfoncer dans le travail pour ne pas affronter la réalité. » Un silence lourd suivit les mots de la femme. Sylvie, consciente qu'elle ne devrait pas écouter cette conversation intime, tenta de s'éloigner silencieusement. Cependant, la curiosité et l'implication qu'elle ressentait déjà pour l'histoire de cette famille la maintinrent immobile, écoutant derrière la porte. « Lucienne ?» La voix de Laurent semblait plus contrôlée maintenant. « Peut-être vaut-il mieux faire une pause. Tu mérites quelqu'un qui puisse te donner ce que je ne peux pas t'offrir en ce moment. » « Une pause? Encore plus de temps ?» La femme eut un rire amer. « Nous sommes ensemble depuis 2 ans, Laurent. 2 ans pendant lesquels j'ai essayé de t'aider à surmonter cette douleur, à construire quelque chose de nouveau. Mais tu ne veux pas d'aide, tu ne veux rien construire. Tu veux vivre dans le passé, cultiver cette douleur comme si c'était la seule chose qui te maintenait en vie. » Le son de pas précipités fit reculer Sylvie rapidement. Une femme élégante d'environ 40 ans sortit du bureau les larmes aux yeux. Elle jeta un regard rapide à Sylvie, mais était trop absorbée par sa propre douleur pour remarquer l'embarras de la femme de ménage. Elle traversa le couloir et disparut par la sortie principale, ne laissant derrière elle que l'écho de ses talons sur le sol en marbre. Sylvie hésita, le chiffon de nettoyage toujours à la main. Devait-elle continuer son travail comme si de rien n'était, ou laisser à Laurent un peu de temps seul? Elle opta pour la première solution, se déplaçant vers une autre pièce de la maison. Quelques heures plus tard, alors qu'elle nettoyait les vitres de la bibliothèque, Sylvie remarqua que Laurent l'observait depuis la porte. Son visage habituellement austère paraissait encore plus abattu, comme si la dispute avec Lucienne avait drainé ses dernières énergies. « Excusez-moi, monsieur, » dit-elle, interrompant sa tâche. « Voulez-vous que je revienne plus tard ?»« Non, continuez, » répondit-il, entrant dans la bibliothèque et s'asseyant dans l'un des fauteuils en cuir. « Votre nom est Sylvie, n'est-ce pas ?»« Oui, monsieur. Carmen m'a dit que vous veniez d'Auxerre. Qu'est-ce qui vous a amené à Paris ?» La question prit Sylvie par surprise. C'était la première fois que Laurent montrait un quelconque intérêt pour sa vie personnelle. « Une opportunité, monsieur. Dans ma ville, le travail se faisait rare et j'avais besoin d'un nouveau départ. » Laurent acquiesça, semblant perdu dans ses propres pensées. Parfois, recommencer est tout ce qu'il nous reste. Sylvie sentit que c'était peut-être le bon moment pour s'approcher, pour peut-être créer une ouverture qui permettrait, à l'avenir, de révéler ce qu'elle savait. « Monsieur, pardonnez mon indiscrétion, mais avez-vous déjà essayé de recommencer après ce qui est arrivé à vos filles ?» Les yeux de Laurent se plissèrent, et un instant, Sylvie craignit d'être allée trop loin. Mais alors, quelque chose d'inattendu se produisit. Il répondit. « Comment recommencer quand la moitié de votre âme vous a été arrachée? Elles étaient tout pour moi, vous savez. Depuis leur naissance, si petites, si fragiles. Je m'étais promis de toujours les protéger, que rien de mal ne leur arriverait. » Sa voix se brisa. « Et j'ai échoué. Je suis sûr que vous avez fait tout ce que vous pouviez, » dit Sylvie, sentant une boule dans sa gorge. « Ce n'était pas suffisant, » répondit-il en se levant brusquement. « Continuez votre travail, s'il vous plaît. Je dois retourner au bureau. » Cette nuit-là, seule dans son appartement, Sylvie ne put cesser de penser à Laurent Fournier et à sa profonde douleur. Elle prit une vieille boîte qu'elle gardait sous son lit, une de celles où l'on conserve les souvenirs importants, les choses que l'on ne veut pas oublier. À l'intérieur, parmi d'autres objets personnels, se trouvait une photographie jaunie de 2 fillettes enlacées, souriantes. Elles avaient environ 8 ans sur la photo, 2 ans de plus que sur le portrait de l'hôtel particulier. Mais c'étaient indubitablement les mêmes enfants. Leurs noms à l'orphelinat étaient différents, mais les yeux verts et les boucles dorées étaient les mêmes. Sylvie avait passé 3 ans à travailler dans cette institution à Lyon avant de déménager à Paris. C'est là qu'elle avait connu les jumelles, arrivées traumatisées, parlant d'un père qui les aimait, d'une maison avec un immense jardin. Personne ne les avait crues. Les enfants orphelins inventaient souvent des histoires sur des familles aimantes. C'était un mécanisme de défense courant. « Est-ce possible ?» se murmura Sylvie, comparant mentalement les enfants du portrait aux fillettes qu'elle avait connues. Se pourrait-il que ce soit vraiment ces filles, déclarées perdues, mais qui auraient d'une manière ou d'une autre survécu et atterri à l'orphelinat? La coïncidence semblait trop absurde, mais en même temps, elle avait du sens.
Les fillettes avaient toujours insisté sur le fait qu'elles avaient un père, qu'elles n'étaient pas orphelines comme les autres enfants. Elles parlaient d'une grande maison avec un jardin, d'un père entrepreneur qui les aimait plus que tout. Tout le monde pensait que c'étaient des fantasmes, des histoires inventées pour faire face à l'abandon. Sylvie passa une nuit blanche, ressassant ses souvenirs et essayant d'assembler les pièces de ce puzzle. Le matin, elle prit une décision. Elle devait retourner à l'orphelinat, confirmer ses soupçons avant de dire quoi que ce soit à Laurent. Elle ne pouvait pas simplement arriver et dire « Monsieur, je pense que vos filles sont vivantes », qu'elles ne se sont pas noyées ce jour-là au parc. Elle avait besoin de preuves, de certitudes. Elle demanda 2 jours de congé à Madame Carmen, prétextant devoir régler des affaires personnelles à Lyon. La gouvernante, bien que surprise par la demande soudaine, finit par accepter. Sylvie prit le premier bus à la gare de Bercy, le cœur lourd d'attente et de crainte. L'Institut Notre-Dame-des-Grâces se trouvait dans la banlieue de Lyon, dans un quartier excentré appelé la Croix-Rousse. C'était un vieux bâtiment de 3 étages, aux murs écaillés et aux fenêtres qui grinçaient au moindre souffle de vent. Sylvie y avait travaillé de 2017 à 2020, comme aide cuisinière puis comme auxiliaire auprès des plus jeunes enfants. En descendant du taxi devant le portail rouillé, elle ressentit un mélange de nostalgie et d'appréhension. Combien de temps s'était écoulé depuis sa dernière visite? 3, 4 ans. L'endroit semblait plus petit et plus délabré que dans ses souvenirs. Elle prit une profonde inspiration et sonna. Une jeune femme que Sylvie ne connaissait pas ouvrit la porte. Elle expliqua qu'elle cherchait Madame Zélie, la directrice qui dirigeait l'orphelinat à l'époque où elle y travaillait. Madame Zélie a pris sa retraite il y a 2 ans, informa la jeune femme. C'est maintenant la Dré Marcia qui dirige l'Institut. Voulez-vous lui parler? En fait, j'aimerais consulter d'anciens registres. J'ai travaillé ici entre 2017 et 2020, en m'occupant de certains enfants, et j'aurais besoin de vérifier une information. La jeune femme parut hésiter. D'anciens registres? C'est un peu compliqué. Il faudrait une autorisation de la direction. À ce moment, une dame aux cheveux gris et aux lunettes à monture colorée apparut dans le couloir. « Sylvie, c'est bien vous? Madame Constance ?» s'exclama Sylvie, reconnaissant l'ancienne cuisinière de l'orphelinat, qui semblait maintenant occuper un poste administratif, à en juger par le presse-papier qu'elle tenait. Les 2 femmes s'étreignirent, et Madame Constance congédia la jeune réceptionniste, emmenant Sylvie dans une petite pièce qui servait d'archive. « Quelle surprise de vous voir ici après tout ce temps. Qu'est-ce qui vous ramène ?» Sylvie hésita. Elle ne pouvait pas révéler toute la vérité, pas encore. « Je travaille à Paris maintenant, chez une famille. Il se trouve que... Vous vous souvenez de ces jumelles qui sont arrivées ici en 2017? Les petites blondes aux yeux verts? Les filles du bois? Bien sûr que je m'en souviens. Comment pourrais-je les oublier? C'étaient des amours d'enfants, mais si traumatisés à leur arrivée. Toujours à parler de leur père, de la grande maison. C'est ça? Vous savez ce qu'il est advenu d'elles? Où sont-elles allées après leur départ d'ici? » Madame Constance fronça les sourcils, intriguée par l'intérêt soudain de Sylvie. « Pourquoi voulez-vous savoir ça maintenant, après tant d'années ?» Sylvie savait qu'elle devait être prudente. « C'est que j'ai vu 2 filles à Paris qui m'ont beaucoup rappelé elles, et j'étais curieuse. Vous savez comment c'est, on s'attache aux enfants. »« Je comprends, » dit la dame, ne semblant pas totalement convaincue. « Eh bien, laissez-moi voir si je peux trouver leur dossier. » Madame Constance fouilla dans quelques classeurs, jusqu'à en trouver un étiqueté « Admission 2017 ». Elle feuilleta les documents jusqu'à s'arrêter sur une page spécifique. Voilà, Marine et Marianne Dubois, admises le 23 mai 2017. Arrivées recommandées par l'assistante sociale Claire Renaud, qui les a trouvées en situation de vulnérabilité après avoir perdu leurs parents dans un accident. Elles avaient environ 6 ans à l'époque, sans papier d'identité précis. Sylvie sentit un frisson. La date coïncidait avec l'époque où les filles de Laurent Fournier auraient disparu au bois de Boulogne. Et le manque de documents précis était au minimum suspect. Et y a-t-il des informations sur leur destination après? Madame Constance tourna la page. Elles ont été adoptées en décembre 2019 par un couple de Nice, Georges et Patricia Lambert. Elle fronça les sourcils. C'est étrange. Il n'y a pas beaucoup de détails sur cette adoption ici. Normalement, nous avons un processus plus documenté. Puis-je voir l'adresse de ce couple? Ou un contact? Sylvie, vous savez que je ne peux pas vous donner ce genre d'informations. Ce sont des données confidentielles. S'il vous plaît, Constance, c'est vraiment important. Je ne leur ferai aucun mal, vous me connaissez. La dame hésita, regardant vers la porte, comme si elle craignait d'être surprise. Je ne devrais pas faire ça, mais... Elle nota une adresse à Nice sur un bout de papier.
C'est tout ce que nous avons. Je ne sais pas s'ils y habitent encore. » Sylvie rangea le papier comme si c'était un trésor. « Merci, Constance. Vous n'imaginez pas à quel point c'est important. » En quittant l'orphelinat, Sylvie avait plus de questions que de réponses, mais elle avait maintenant un fil à suivre. Si les jumelles qu'elle avait connues à l'orphelinat étaient vraiment Béatrice et Blanche Fournier, comment avaient-elles survécu à la prétendue noyade? Et qui était cette assistante sociale, Claire Renaud, qui les avait emmenées à l'orphelinat? Surtout, que s'était-il passé au bois de Boulogne ce jour fatidique? Son instinct lui disait qu'il y avait quelque chose de très louche dans cette histoire, quelque chose qui allait au-delà d'un tragique accident. Et maintenant, avec l'adresse en main, elle était un pas plus près de découvrir la vérité. Mais un doute la tourmentait encore. Devait-elle faire part à Laurent de ses soupçons ou enquêter plus en profondeur, avant de lui donner un espoir qui, s'il s'avérait faux, pourrait le détruire pour de bon? Le retour à Paris fut plus tendu que l'aller. Pendant tout le trajet en bus, Sylvie ne parvint pas à se détendre. Son esprit était rempli d'informations et de doutes, un tourbillon qui l'empêchait de trouver la paix. Elle observait le paysage par la fenêtre, mais ne le voyait pas vraiment. Elle était perdue entre le passé à l'orphelinat et le présent dans la demeure des Fournier. Arrivée dans son petit appartement du 15e arrondissement, Sylvie prit une douche rapide et tenta d'organiser ses pensées. Elle avait découvert que les jumelles, enregistrées comme Marine et Marianne Dubois à l'Institut Notre-Dame-des-Grâces, avaient été adoptées par un couple de Nice. La coïncidence entre la date de leur arrivée à l'orphelinat et la disparition des filles de Laurent était trop troublante pour être ignorée. Avant de retourner travailler à l'hôtel particulier, Sylvie décida de faire des recherches sur ce qui s'était passé ce jour-là au bois de Boulogne. Elle prit son vieux téléphone portable et se connecta à Internet, cherchant des articles sur l'affaire. « Tragédie au bois de Boulogne. Des jumelles disparaissent pendant un orage », titrait un journal de mai 2017. L'article décrivait comment Béatrice et Blanche Fournier, filles de l'entrepreneur Laurent Fournier, avaient disparu lors d'une promenade avec leur nounou. Un violent orage s'était abattu sur le parc, provoquant des inondations dans plusieurs zones. Les fillettes, qui jouaient près du lac, auraient été présumées emportées par le courant. La nounou, selon l'article, était inconsolable et avait dû être mise sous sédatif après l'événement. L'entrepreneur Laurent Fournier offre une récompense pour toute information sur ses filles disparues, titrait un autre journal, quelques jours plus tard. L'article montrait la photo d'un Laurent bien plus jeune, le visage marqué par le désespoir, offrant une récompense millionnaire à quiconque apporterait des informations sur les fillettes. Sylvie continua ses recherches, remarquant qu'après quelques mois, les articles sur l'affaire se faisaient plus rares. La tragédie semblait avoir été acceptée par tous comme un accident sans solution, juste une triste histoire de plus parmi tant d'autres. Un article en particulier attira son attention. La police classe l'affaire des jumelles Fournier après des mois de recherches infructueuses. Le texte mentionnait que malgré des efforts intenses, aucune preuve concrète sur le sort des enfants n'avait été trouvée, et l'hypothèse la plus probable était qu'elles avaient été entraînées par le fort courant formé pendant l'orage, leur corps emporté vers un point inconnu du système de drainage de la ville. Il y avait quelque chose d'étrange dans tout cela. Si les fillettes avaient vraiment été emportées par le courant, comment expliquer qu'elles soient apparues dans un orphelinat à Lyon? Et qui était Claire Renaud, l'assistante sociale mentionnée dans les registres? Serait-elle la pièce maîtresse de ce mystère? Avec plus de questions que de réponses, Sylvie retourna à la demeure des Fournier le lendemain matin. Elle trouva Madame Carmen dans la cuisine, préparant le petit déjeuner de Laurent. « Ah, vous voilà de retour. Comment se sont passés ces jours à Lyon? Avez-vous résolu vos problèmes ?» demanda la gouvernante, tout en arrangeant un plateau avec du café, du pain et des fruits. « Pas encore complètement, mais je suis sur la bonne voie, » répondit Sylvie, enfilant son uniforme de travail. « Monsieur Fournier a demandé après vous hier. Il semblait inquiet de votre absence soudaine. » Sylvie sentit son cœur s'accélérer. « Il a demandé après moi? Pourquoi? Je ne sais pas exactement. Peut-être s'habitue-t-il à votre travail. Vous êtes très appliqué, meilleur que Madame Lourdes, si vous voulez mon avis. » Sylvie tenta de ne pas montrer sa surprise et son anxiété. Le fait que Laurent ait remarqué son absence pouvait signifier qu'il créait une sorte de lien, ce qui faciliterait une éventuelle conversation sur ce qu'elle avait découvert. Alors qu'elle nettoyait le salon, elle entendit la sonnette retentir. Madame Carmen alla ouvrir et quelques instants plus tard, une femme élégante entra accompagnée de la gouvernante. C'était Lucienne, la même qui s'était disputée avec Laurent quelques jours plus tôt. « Il est dans son bureau, madame », informa Madame Carmen.
Merci, Carmen. Pas besoin de m'annoncer, je vais le surprendre, dit Lucienne avec un sourire tendu. Sylvie fit semblant de se concentrer sur son nettoyage, mais observa discrètement Lucienne traverser le couloir. Il y avait quelque chose chez cette femme qui éveillait sa curiosité, pas seulement parce qu'elle était la compagne de Laurent, mais à cause de quelque chose dans son comportement, une tension qui semblait aller au-delà des problèmes normaux d'un couple. Quelques minutes plus tard, Laurent et Lucienne sortirent du bureau parlant à voix basse. Ils étaient si absorbés qu'ils remarquèrent à peine la présence de Sylvie. La femme de ménage ne capta que des fragments de la conversation. « Nous ne pouvons pas laisser cela éclater maintenant, Laurent. Ce serait dévastateur pour tout le monde. Je t'ai déjà dit que je ne cacherai plus la vérité, Lucienne. 8 ans se sont écoulés. » Les deux s'éloignèrent, laissant Sylvie intriguée par ce qu'elle avait entendu. De quelle vérité Laurent parlait-il? Était-ce lié à la disparition de ses filles? L'après-midi, alors que Sylvie rangeait la bibliothèque, Laurent entra seul, l'air distrait. Il s'arrêta en la voyant et pour la première fois depuis qu'elle avait commencé à travailler ici, il sourit légèrement. « Tiens, vous êtes de retour. Carmen m'a dit que vous aviez dû aller à Lyon pour des affaires personnelles. »« Oui, monsieur. Merci de votre compréhension. » Laurent se dirigea vers une des étagères, prit un livre et le feuilleta distraitement. « Vous aimez lire, Sylvie ?» La question la prit au dépourvu. « Oui, monsieur. Je n'ai pas beaucoup de temps, mais dès que je peux, je lis un peu. »« Tiens, celui-ci était le préféré de mes filles. » dit-il, montrant un exemplaire illustré du Petit Prince. Elles adoraient quand je leur lisais avant de dormir. Sylvie sentit une boule dans sa gorge. Elle se souvint comment les jumelles à l'orphelinat demandèrent toujours à écouter des histoires avant de dormir, et comment elles avaient une affection particulière pour ce livre. Était-ce une autre coïncidence? « C'est un beau livre, monsieur, » parvint-elle à dire. Laurent remit le livre sur l'étagère et regarda Sylvie avec une intensité qui la fit frissonner. « Vous savez, parfois je sens que je ne surmonterai jamais cette perte, que c'est une blessure qui ne se refermera jamais. Le temps aide à guérir, monsieur. Pas à oublier, mais à apprendre à vivre avec la douleur. Vous parlez comme quelqu'un qui sait ce que c'est de perdre un être cher. » Sylvie hésita. C'était sa chance de se rapprocher, de créer un lien qui permettrait éventuellement de révéler ce qu'elle avait découvert. « J'ai perdu mes parents très jeunes. Et puis, j'ai travaillé dans un orphelinat pendant 3 ans. J'ai vu beaucoup d'enfants qui avaient tout perdu, essayant de reconstruire leur vie. » Les yeux de Laurent brillèrent d'intérêt. « Un orphelinat? Où ça? »« À Lyon, l'Institut Notre-Dame des Grâces. » Et comment c'était? Les enfants parvenaient-ils à être heureux malgré tout? Certains, oui. Les enfants ont une capacité incroyable à s'adapter, à trouver de la joie même dans les situations les plus difficiles. D'autres portaient des cicatrices plus profondes, des traumatismes difficiles à surmonter. Laurent acquiesça, comme s'il absorbait chaque mot. Je me demande comment cela aurait été pour Béatrice et Blanche si... Il s'arrêta, incapable de finir sa pensée. « Si elles avaient survécu ?» compléta Sylvie, sentant qu'elle marchait sur un terrain dangereux. « Oui, si, d'une manière ou d'une autre, elles avaient survécu et, je ne sais pas, avaient fini dans un endroit comme cet orphelinat où vous avez travaillé. Auraient-elles été heureuses? Auraient-elles réussi à s'adapter? Ou est-ce que je leur aurais manqué chaque jour, comme elles me manquent? C'était maintenant ou jamais. » Sylvie prit une profonde inspiration et décida de se lancer. « Monsieur Fournier, quand j'ai vu le portrait de vos filles dans le couloir, j'ai ressenti quelque chose d'étrange. Comme si je les avais déjà vues. » Laurent se figea, les yeux fixés sur elle. « Que voulez-vous dire? Je ne suis sûr de rien encore, et je ne veux pas vous donner de faux espoirs. Mes 2 fillettes sont arrivées à l'orphelinat où je travaillais en mai 2017, exactement à l'époque où vos filles ont disparu. C'étaient des jumelles, blondes, aux yeux verts. Elles s'appelaient Marine et Marianne Dubois, mais... Mon Dieu, murmura Laurent blême. Vous êtes en train de dire que mes filles pourraient être en vie? Je ne peux pas l'affirmer avec certitude, monsieur. Ce serait une sacrée coïncidence, mais le monde en est plein. Ce que je peux dire, c'est que ces fillettes parlaient toujours d'un père qui les aimait, d'une grande maison avec un jardin. Personne ne les croyait. On pensait que c'étaient des histoires inventées, comme beaucoup d'enfants orphelins le font pour faire face à l'abandon. Laurent chancela jusqu'à un fauteuil et s'assit, l'air abasourdi. Sa respiration était irrégulière, et ses yeux s'emplirent de larmes. Où sont-elles maintenant? Le savez-vous? Elles ont été adoptées par un couple de Nice en 2019. Georges et Patricia Lambert. J'ai réussi à obtenir une adresse, mais je ne sais pas s'ils y habitent encore. Pourquoi me racontez-vous ça maintenant? Pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? Demanda-t-il, avec un mélange d'espoir et de colère dans la voix.
parce que j'avais besoin d'être sûr. Je ne le suis pas encore, en fait. Mais j'ai pensé que vous méritiez de savoir, que vous méritiez la chance d'enquêter. S'il existe la moindre possibilité que ce soit vos filles. Laurent se leva soudainement, avec une énergie renouvelée. Je dois les retrouver. Je dois savoir si ce sont mes filles, si quelqu'un me les a enlevées, si cet accident a été manigancé. Il s'arrêta, comme si une idée terrible venait de lui traverser l'esprit. L'assistante sociale qui les a emmenées à l'orphelinat, savez-vous qui c'était? Dans les registres, il est écrit Claire Renaud. Claire, répéta Laurent, comme si le nom éveillait un souvenir douloureux. Mon ex-femme, Hélène, avait une cousine nommée Claire. Elles étaient très proches. Claire ne m'a jamais apprécié. Elle a toujours pensé que je n'étais pas assez bien pour Hélène. Sylvie sentit un frisson parcourir son échine. Les pièces commençaient à s'assembler, formant une image troublante. « Monsieur, que s'est-il passé exactement ce jour-là au bois de Boulogne? Qui était avec vos filles? » Elles étaient avec la nounou, Christine. Hélène et moi étions en instance de séparation. Les choses étaient tendues entre nous. Ce jour-là, j'avais une réunion importante, et Hélène avait dit qu'elle ne se sentait pas bien. Christine a emmené les filles se promener au parc, comme elle le faisait souvent. Et cette Christine, que lui est-il arrivé après? Elle était anéantie, bien sûr. Elle s'est sentie coupable de l'accident. Peu de temps après, elle a démissionné et est retournée dans sa ville natale. Je n'ai plus jamais eu de ses nouvelles. Quelque chose n'allait pas dans cette histoire. Si les fillettes ne s'étaient pas noyées, que s'était-il réellement passé ce jour-là? Et quel aurait été le rôle de Christine, la nounou? Aurait-elle été complice d'un plan pour enlever les enfants? Monsieur Fournier, je pense que nous devons enquêter plus en profondeur. S'il y a une chance que vos filles soient en vie, il n'y a pas de « si », Sylvie, l'interrompit Laurent avec une détermination féroce dans le regard. S'il existe la moindre possibilité, je les retrouverai. J'engagerai les meilleurs enquêteurs, je ne lésinerai pas sur les moyens. Et si quelqu'un me les a enlevés, si cet accident a été manigancé, il ne termina pas sa phrase, mais l'intensité de son regard laissait clairement entendre la menace implicite. Pour l'instant, ne parlez de ça à personne, pas même à Madame Carmen, et surtout pas à Lucienne. Je ne veux pas créer d'espoir ou d'alarme avant d'être certain. Sylvie acquiesça, comprenant la gravité de la situation. Monsieur, puis-je aider d'une manière ou d'une autre? Je connais l'orphelinat. Je pourrais peut-être obtenir plus d'informations. Vous avez déjà aidé plus que vous ne l'imaginez, Sylvie. À partir de maintenant, laissez-moi m'en occuper. Je vais engager une équipe d'enquêteurs dès aujourd'hui. Il fit une pause, la regardant avec une nouvelle expression, un mélange de gratitude et de respect. Et s'il vous plaît, appelez-moi Laurent. Vous n'êtes plus seulement une employée maintenant. Sylvie sentit le poids de la responsabilité qu'elle venait d'assumer. Elle avait planté une graine d'espoir dans le cœur de cet homme, un espoir qui pourrait fleurir en joie ou se transformer en une nouvelle déception dévastatrice. Mais, quel que soit le résultat, la vérité devait éclater. Trop de temps s'était écoulé, et trop de secrets avaient été enterrés. « Il y a encore une chose, » dit-elle, se souvenant d'un détail important. Les fillettes de l'orphelinat, elles avaient une tache de naissance, une petite tache en forme de demi-lune derrière l'oreille droite. Je ne sais pas si vos filles avaient ça aussi. Les yeux de Laurent s'écarquillèrent, et il porta la main à sa bouche, retenant une exclamation. Mon Dieu, Béatrice et Blanche avaient exactement cette marque. Elle était identique chez les deux. Comme une signature de Dieu, avais-je l'habitude de dire. Comment pourriez-vous savoir ça si ce n'est... Il ne put terminer sa phrase, submergé par l'émotion. Cette confirmation fut comme un éclair de clarté, au milieu de la confusion. Ce ne pouvait pas être une coïncidence. Les fillettes de l'orphelinat étaient, presque certainement, les filles de Laurent Fournier, déclarées perdues il y a 8 ans. La question était maintenant, comment et pourquoi avaient-elles été séparées de leur père? Et surtout, où étaient-elles maintenant? Chapitre 4. La quête commence. Les 48 heures suivantes furent frénétiques à l'hôtel particulier Fournier. Laurent, revitalisé par l'espoir de retrouver ses filles, transforma son bureau en centre d'opération. Cartes, documents, photos et rapports s'accumulaient sur la table et au mur, tandis qu'une équipe de 3 enquêteurs privés travaillait sans relâche, suivant toutes les pistes possibles. Richard Moreau, l'enquêteur principal, était un ancien commissaire de la police nationale, avec plus de 30 ans d'expérience. Connu pour sa discrétion et son efficacité, il avait travaillé sur des cas de disparition tout au long de sa carrière, avec un palmarès impressionnant de succès. « Nous devons être méthodiques, monsieur Fournier », expliqua Richard lors de la première réunion. « L'affaire est ancienne, les traces sont froides, mais nous avons quelque chose que nous n'avions pas avant.
L'information que les fillettes ont pu être emmenées dans un orphelinat spécifique et non perdues dans l'accident comme on le croyait. Sylvie avait été temporairement dispensée de ses fonctions habituelles dans la maison pour aider à l'enquête. Son expérience à l'orphelinat et sa connaissance des fillettes étaient des pièces maîtresses pour reconstituer l'histoire. La première chose est de confirmer si ces jumelles de l'orphelinat étaient bien Béatrice et Blanche, continua Richard. La tâche de naissance est un indice fort, mais il nous en faut plus. Nous allons vérifier les dossiers hospitaliers, faire une enquête complète sur cette assistante sociale, Claire Renaud, et essayer de localiser le couple qui a adopté les fillettes. Je ne peux pas rester assis à attendre pendant que vous enquêtez, dit Laurent, passant la main dans ses cheveux déjà ébouriffés par le manque de sommeil. Je veux participer activement. Ce sont mes filles. Je comprends, monsieur Fournier, mais nous devons être prudents. S'il y a vraiment eu un crime, comme nous le soupçonnons, les responsables pourraient encore observer. De plus, cette adoption a probablement été faite de bonne foi par le couple Lambert. Ils ont élevé les fillettes comme leurs filles pendant 6 ans, croyant qu'elles étaient des orphelines légitimes. Ça m'est égal. Si ce sont mes filles, je les veux de retour immédiatement. Sylvie, qui observait la discussion en silence, intervint enfin. « Laurent, s'il vous plaît, pensez aux fillettes. Elles ont vécu un traumatisme terrible, ont été séparées de vous, ont grandi en croyant être orphelines, et maintenant elles ont une famille qu'elles aiment. Si nous arrivons soudainement, en disant que tout ce qu'elles connaissent est un mensonge, cela pourrait être dévastateur pour elles. » Laurent la regarda, sur le point de rétorquer avec colère, mais ses épaules s'affaissèrent, et il s'assit, vaincu. « Vous avez raison. Je ne pense qu'à ma douleur, à mon désir de les retrouver. Mais elles, mon Dieu, elles ont dû tant souffrir. Nous allons faire cela de la bonne manière, assura Richard. D'abord, nous devons avoir une certitude absolue. Ensuite, impliquer les autorités compétentes pour annuler l'adoption si nécessaire. Et enfin, préparer à la fois les fillettes et vous-même à la réunion avec un suivi psychologique adéquat. Laurent acquiesça, essayant de retrouver son calme. Par où commençons-nous ? Vers l'assistante sociale Claire Renaud. Si elle est au centre de cette intrigue, nous devons la retrouver et découvrir ses motivations. Le même après-midi, un des enquêteurs apporta les premières informations sur Claire. Elle était, en effet, la cousine d'Hélène, l'ex-femme de Laurent. Elle avait travaillé comme assistante sociale à la mairie de Paris jusqu'en 2017, date à laquelle elle avait démissionné pour s'installer à Lyon. Coïncidence, le déménagement avait eu lieu juste après la disparition des jumelles. « Ce ne peut être une coïncidence », murmura Laurent examinant la fiche de service de Claire. « Elle a déménagé dans la même ville où les fillettes ont été retrouvées, juste après leur disparition. Elle doit être responsable de les avoir emmenées à l'orphelinat. Mais pourquoi ?» questionna Sylvie. « Quel serait le motif pour séparer les fillettes de leur père ? Vengeance ? Argent ?» Richard intervint. « Nous devons envisager toutes les possibilités. Peut-être qu'Hélène était également impliquée. Vous avez dit que vous étiez en instance de séparation. Aurait-elle pu craindre de perdre la garde des fillettes ?» Laurent fronça les sourcils. Hélène aimait les filles. Elle n'aurait jamais fait une chose pareille. De plus, elle était anéantie quand elles ont disparu. Elle a même tenté de, vous savez. Il fit un geste vague, incapable de prononcer le mot. Sylvie comprit la référence. Hélène avait tenté de se suicider après la perte de ses filles. Serait-ce une mise en scène élaborée? Cela semblait improbable, mais rien dans cette affaire n'était ce qu'il paraissait. « Et la nounou, Christine ?» demanda Richard. « Que savons-nous d'elle ?»« Peu de choses, » admit Laurent. « Elle a travaillé avec nous pendant environ 1 an avant l'accident. Elle était efficace, les filles l'aimaient bien. Après la disparition, elle était en état de choc, se sentant coupable de ce qui s'était passé. Elle a démissionné quelques mois plus tard, disant qu'elle ne supportait plus de vivre avec cette culpabilité. « Nous devons la retrouver », décida Richard. Elle pourrait avoir été complice ou témoin. Les enquêteurs se répartirent les tâches. L'un fut chargé de retrouver Claire Renaud, un autre de localiser la nounou Christine, et le troisième de trouver le couple qui avait adopté les jumelles, les Lambert. Pendant que l'équipe travaillait, Sylvie remarqua un changement chez Laurent. L'homme aigri et isolé qu'elle avait connu laissa place à quelqu'un animé par un but, un espoir renouvelé. Il ne dormait pas bien, mangeait peu, mais ses yeux avaient une lueur qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Un soir, elle le trouva dans l'ancienne chambre des filles, assis entre les 2 berceaux, tenant un ours en peluche. « Elles adoraient cet ourson », dit-il en remarquant la présence de Sylvie. « Elles se disputaient pour savoir qui dormirait avec. Finalement, j'ai dû en acheter un autre identique. » Sylvie sourit, se souvenant.
À l'orphelinat, elles avaient aussi un ourson. Usé, vieux, mais elles ne s'en séparèrent jamais. Elles disaient que c'était un cadeau de leur père. Les yeux de Laurent s'emplirent de larmes. C'est de celui-ci qu'elle parlait. Je le leur avais donné pour le dernier anniversaire que nous avons passé ensemble. Il serra le jouet contre sa poitrine. Comment ont-ils pu nous faire ça, Sylvie? Comment quelqu'un peut-il être assez cruel pour séparer un père de ses filles? Elle n'avait pas de réponse. Elle s'assit simplement à côté de lui en silence, offrant un réconfort que les mots ne pouvaient pas apporter. Le lendemain, Richard apporta des nouvelles importantes. Ils avaient à localiser Christine Olivier, l'ex-nounou, à Reims. Elle travaillait maintenant comme enseignante dans une école maternelle. « Allons-y », décida immédiatement Laurent. « Je veux la regarder dans les yeux et entendre la vérité. Monsieur Fournier, il serait peut-être préférable d'envoyer d'abord un seul enquêteur pour ne pas l'effrayer, » suggéra Richard. « Non, si elle a participé à la disparition de mes filles, je veux être présent quand elle avouera. » Malgré les réserves de l'équipe, Laurent ne changea pas d'avis. En fin d'après-midi, lui, Richard et Sylvie partirent pour Reims dans un voyage tendu et silencieux, chacun absorbé par ses propres pensées, anticipant ce qu'ils allaient découvrir. Christine Olivier vivait dans un petit appartement du centre-ville. Quand elle ouvrit la porte et vit Laurent, son visage devint blême comme si elle avait vu un fantôme. « Monsieur Fournier », murmura-t-elle, reculant instinctivement. « Bonjour, Christine », dit Laurent avec un calme forcé. « Pouvons-nous entrer? Nous devons parler. » Elle hésita, mais finit par céder, les conduisant dans un salon modestement meublé. « Comment m'avez-vous retrouvé? Que voulez-vous après tout ce temps? » « La vérité, Christine. Juste la vérité sur ce qui s'est passé ce jour-là au bois de Boulogne. » La femme détourna le regard, visiblement mal à l'aise. « J'ai déjà tout dit à la police à l'époque. C'était un accident terrible. J'ai été distraite un instant, l'orage a commencé soudainement, et quand je m'en suis rendu compte, les filles avaient disparu. »« Mensonge !» explosa Laurent, perdant le sang-froid qu'il essayait de maintenir. « Nous savons qu'elles ne se sont pas noyées. Nous savons qu'elles ont été emmenées dans un orphelinat à Lyon par Claire Renaud, la cousine d'Hélène. » Christine écarquilla les yeux, surprise par l'information. « Je ne sais pas de quoi vous parlez, » balbutia-t-elle, mais son corps tremblait, trahissant sa nervosité. « Christine, » intervint Sylvie d'une voix douce, « j'ai connu vos filles à l'orphelinat. Elles parlaient toujours de leur père, de la grande maison, du jardin. Personne ne les croyait. On pensait que c'était des histoires inventées. Mais c'était vrai, n'est-ce pas? Elles parlaient de cet homme ici, qui les aimait plus que tout. » Les larmes commencèrent à couler sur le visage de Christine, qui couvrit sa bouche de ses mains, comme pour retenir ses sanglots. « Je ne savais pas. Je jure que je ne savais pas ce qui allait se passer. Elle m'a dit que ce ne serait que pour un temps, jusqu'à ce que la garde soit réglée par la justice. »« Qui vous a dit ça? Hélène ?» demanda Laurent, tendu. « Non, non. Madame Hélène n'aurait jamais fait une chose pareille. C'était clair. Elle a dit que Madame Hélène souffrait de la séparation, que vous alliez lui enlever les filles, les emmener à l'étranger. Claire m'a convaincu d'aider. Elle a dit que ce serait le mieux pour tout le monde. » Richard, qui observait en silence jusqu'alors, intervint. « Qu'est-ce que Claire vous a demandé de faire exactement ?» Christine prit une profonde inspiration, comme pour prendre son courage. « Elle m'a demandé d'emmener les filles au parc ce jour-là. Elle a dit que je devais les laisser quelques minutes près de l'aire de jeu, où elle les récupérerait. Ensuite, je devais revenir et faire semblant qu'elles avaient disparu pendant l'orage. Et vous avez accepté ?» demanda Laurent, incrédule. « Comment avez-vous pu faire ça à deux enfants innocentes? À la famille qui vous faisait confiance? » J'étais confuse, effrayée. Claire m'a convaincue que c'était pour le bien des filles, que vous étiez un père absent, que vous maltraitiez Madame Hélène. Je l'ai cru. Mensonge. Tout n'est que mensonge, cria Laurent en se levant brusquement. Richard posa la main sur son épaule, essayant de le calmer. « Que s'est-il passé ensuite, Christine ?» demanda Sylvie. « Vous n'avez plus jamais eu de nouvelles des filles ?»« Non, jamais. Claire m'a dit de ne pas poser de questions, de continuer ma vie. Elle m'a donné de l'argent pour recommencer dans une autre ville. J'étais tourmenté par la culpabilité, mais j'avais peur de dire la vérité. Et puis j'ai appris que Madame Hélène avait tenté de... Vous savez, j'ai été encore plus terrifié, pensant que je pourrais être responsable de cela aussi. » « Où pouvons-nous trouver Claire maintenant ?» demanda Richard. « Je ne sais pas. Je n'ai plus eu de contact avec elle après ce jour-là. Elle m'a donné des instructions claires de ne plus jamais la chercher. » Laurent, qui faisait les 100 pas dans la pièce, s'arrêta brusquement. « Avez-vous conscience de ce que vous avez fait? De la souffrance que vous avez causée? 8 ans, Christine. 8 ans à croire que mes filles étaient perdues pour toujours.
8 ans de douleur, de vide, de culpabilité. Christine pleurait ouvertement maintenant. « Je suis désolé, monsieur Fournier. Il ne se passe pas un jour sans que je regrette ce que j'ai fait. Si je pouvais revenir en arrière, mais vous ne pouvez pas, » l'interrompit-il froidement. « Personne ne le peut. Et maintenant, mes filles sont avec une autre famille, croyant être d'autres personnes. Vous et Claire avez volé leur identité, volé ma paternité, volé 8 ans que nous ne pourrons jamais récupérer. » Le silence lourd qui suivit fut brisé par le téléphone de Richard. C'était l'un des autres enquêteurs, avec des nouvelles sur les Lambert, le couple qui avait adopté les filles. Ils avaient été localisés à Nice, vivant dans une résidence de luxe sur la promenade des Anglais. « Allons à Nice immédiatement », décida Laurent après avoir écouté le rapport. « Je veux les voir, même de loin. Je dois être certain. Et moi ?» demanda Christine, semblant petite et vulnérable. « Vous allez faire une déposition officielle à la police, » répondit Richard. « Tout ce que vous nous avez raconté ici, c'est le moins que vous puissiez faire pour commencer à réparer le mal que vous avez causé. » En quittant l'appartement, Laurent était silencieux, absorbé par ses pensées. Sylvie ne pouvait qu'imaginer la tempête émotionnelle qui devait se dérouler en lui. Colère, espoir, peur, anxiété, tout se mélangeait en un tourbillon impossible à calmer. « Nous approchons du but, Laurent, » dit-elle, essayant de le réconforter. « Bientôt vous retrouverez vos filles. » Il la regarda, les yeux humides. « Et si elles ne me reconnaissent pas, si elles ne veulent pas de moi dans leur vie? Elles ont une autre famille maintenant, d'autres parents, une autre réalité. Comment puis-je simplement entrer dans leur vie et dire « Je suis votre vrai père »?» « Une chose à la fois, » conseilla Sylvie. « D'abord, nous devons être sûrs que ce sont elles. Ensuite, nous trouverons la meilleure façon de faire cette approche, avec tout le soin et le respect qu'elles méritent. » Sur la route de Nice, Sylvie réalisa à quel point la vie pouvait changer en un clin d'œil. Il y a quelques semaines, elle n'était qu'une femme de ménage à la recherche d'un emploi stable. Maintenant, elle était au centre d'une histoire de séparation et de réunion familiale qui semblait sortie des pages d'un roman. « Pourquoi vous êtes-vous autant impliquée dans cette recherche, Sylvie ?» demanda Laurent, brisant le silence du voyage. « Vous auriez pu simplement ignorer vos soupçons, continuer votre vie normalement. » Elle réfléchit un instant avant de répondre. « Je pense que j'ai toujours su qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans l'histoire de ces fillettes à l'orphelinat. Elles étaient différentes, spéciales. Elles avaient des souvenirs si vifs, si spécifiques. Je me demandais souvent comment serait le père dont elles parlaient avec tant d'amour, s'il existait vraiment ou s'il n'était qu'un produit de l'imagination enfantine. Et maintenant, elle sourit, les larmes aux yeux. Maintenant, je sais que c'était vous. » La ville de Nice les accueillit avec une pluie fine qui embuait les vitres de la voiture. Le trafic intense de fin d'après-midi rendait le trajet jusqu'à la promenade des Anglais encore plus long. Laurent, sur le siège passager, tapotait nerveusement ses doigts sur le tableau de bord, tandis que Sylvie observait le paysage urbain qui se transformait progressivement, des immeubles serrés du centre aux constructions plus espacées et luxueuses du front de mer. Richard conduisait en silence, concentré. Occasionnellement, il vérifiait le GPS pour confirmer le chemin vers la résidence où vivaient les Lambert. C'était l'une des adresses les plus exclusives de la ville, connue pour abriter des célébrités et des hommes d'affaires de haut rang. « Savons-nous quelque chose de plus sur ce couple ?» demanda Laurent, brisant le silence tendu qui régnait dans le véhicule. Georges Lambert est cadre dans une multinationale du secteur de l'énergie. Patricia, sa femme, est médecin dermatologue avec sa propre clinique dans le Carré d'Or. Mariés depuis 20 ans, sans enfant biologique. Avant d'adopter les jumelles, ils ont essayé pendant des années des traitements de fertilité sans succès, informa Richard, répétant les données qu'il avait reçues de l'enquêteur resté à Paris. Et comment ont-ils obtenu l'adoption? D'après ce que je sais, le processus est assez bureaucratique en France, surtout pour de jeunes enfants. C'est là que les choses deviennent intéressantes, répondit Richard. L'adoption a été finalisée en un temps record. Normalement, les couples attendent des années sur la liste, mais les Lambert ont réussi en moins de 6 mois. Je soupçonne une facilitation de la part de Claire Renaud. Elle a pu falsifier des documents, présenter les filles comme des orphelines légitimes, sans parents vivants. Sylvie, qui écoutait en silence jusqu'alors, intervint. Cela aurait du sens. À l'orphelinat, les dossiers des filles étaient vagues. Il était juste dit qu'elles avaient perdu leurs parents dans un accident et n'avaient pas d'autres membres de la famille. Personne n'a remis en question l'histoire parce que Claire était assistante sociale, une professionnelle respectée. Elle a trahi la confiance de tout le monde, murmura Laurent avec amertume. L'institution, les filles, et surtout Hélène.
Utiliser la souffrance de sa cousine dans ce plan, c'est monstrueux. La voiture entra finalement dans la résidence, après une brève vérification à la conciergerie. Richard s'était présenté comme le représentant d'une compagnie d'assurance, prétextant une visite programmée chez les Lambert. Le gardien, habitué aux visiteurs d'affaires, ne posa pas beaucoup de questions. « Comment procédons-nous maintenant ?» demanda Sylvie, sentant la tension monter à l'approche de leur destination. « Pour l'instant, juste de l'observation, » répondit Richard. « Nous ne pouvons pas simplement frapper à la porte et dire « Nous venons chercher les enfants ». Nous devons confirmer que ce sont elles, évaluer la situation et seulement ensuite impliquer les autorités. » Laurent semblait vouloir protester, mais finit par acquiescer. Il savait qu'une approche précipitée pourrait nuire à tout le processus. Et si elles sont à la maison, comment allons-nous les voir? D'après nos recherches préliminaires, les jumelles étudient au lycée Saint-Joseph, un établissement privé réputé. Normalement, elles rentrent vers 16 heures. Si nous avons de la chance, nous pourrons les voir arriver. Ils se garèrent à une distance de sécurité de la résidence des Lambert, une imposante villa de 3 étages avec vue sur la mer. La maison, peinte dans des tons ocre, avait un jardin bien entretenu et une piscine que l'on pouvait voir partiellement de la rue. C'était sans aucun doute la demeure d'une famille prospère. Ils n'eurent pas à attendre longtemps. Peu après 16 heures, un SUV noir s'arrêta devant la maison et en descendirent 2 adolescentes identiques vêtues de l'uniforme bleu et blanc du lycée. Même à distance, il était possible de voir qu'elles étaient blondes, avec de longs cheveux attachés en queue de cheval. Elles riaient de quelque chose, partageant cette connexion spéciale que seuls les jumeaux semblent avoir. Laurent retint son souffle. Son corps entier trembla, et il se pencha en avant, comme pour réduire la distance qui le séparait des filles. « Ce sont elles, » chuchota-t-il, la voix étranglée par l'émotion. « Ce sont mes filles. » Sylvie observa les adolescentes le cœur battant. Elles avaient beaucoup grandi depuis l'orphelinat, mais elle reconnaissait encore en elles les enfants qu'elle avait connus. Leur démarche, la façon dont l'une inclinait la tête en riant, étaient des détails familiers que le temps n'avait pas effacés. « Attendez, Laurent !» s'exclama Richard, saisissant le bras de l'entrepreneur, qui ouvrait déjà la portière de la voiture. « Nous ne pouvons pas nous approcher maintenant. Pensez aux filles, au choc que ce serait. »« Mais ce sont elles, » insista Laurent, les larmes aux yeux. « Après 8 ans, mes filles sont là, à quelques mètres de moi. C'est précisément pour ça que nous devons être prudents, » argumenta Sylvie. « Elles croient être d'autres personnes. Elles ont une vie établie. Une approche brutale pourrait les traumatiser encore plus. » Laurent ferma les yeux un instant, essayant de contrôler la tempête d'émotions qui le submergeait. Quand il les rouvrit, les filles étaient déjà entrées dans la maison. « Vous avez raison, » admit-il, la voix plus calme. « Mais je ne peux pas simplement partir maintenant. J'ai besoin d'en savoir plus sur elles. Comment elles vivent si elles sont heureuses. Faisons comme suit, » proposa Richard. « Demain, nous suivrons leur routine. L'école, les activités extrascolaires, tout. Nous collecterons autant d'informations que possible. Parallèlement, nous continuerons d'enquêter sur Claire Renaud et l'adoption elle-même. Avec ces preuves, nous pourrons saisir la justice de manière appropriée. »« Et les Lambert ?» questionna Sylvie. « Connaissent-ils la vérité? Sont-ils complices ou ont-ils aussi été trompés? »« C'est ce que nous devons découvrir, » répondit Richard. « S'ils ont été trompés, ils sont aussi des victimes. Ils ont payé pour une adoption qu'ils croyaient légitime, ont élevé les filles comme leurs propres enfants pendant toutes ces années. » Laurent secoua la tête, incapable de ressentir de l'empathie pour la situation des Lambert à ce moment-là. Pour lui, il n'était que les personnes qui avaient profité du temps qu'il aurait dû passer avec ses filles. « Retournons à l'hôtel. J'ai besoin de réfléchir, d'organiser mes prochains pas. » À l'hôtel, tandis que Richard passait des appels pour coordonner les prochaines étapes de l'enquête, Laurent restait sur le balcon de sa chambre, regardant la nuit niçoise sans vraiment la voir. Sylvie s'approcha avec une tasse de tisane. « Vous devez vous reposer un peu, » dit-elle gentiment. « Demain sera une longue journée. »« Comment puis-je me reposer, Sylvie? Mes filles sont si proches, après avoir cru si longtemps que je les avais perdues pour toujours. » Il accepta la tasse, mais se contenta de la tenir, sans boire. « Savez-vous ce qui était le plus difficile? Réaliser que j'ai perdu des moments précieux de leur vie. Les dents de lait qui tombent, le premier jour d'école, les anniversaires, les Noëls. Tout cela m'a été volé. Je sais, c'est une douleur que je ne peux même pas imaginer. Mais pensez que vous avez maintenant la chance de rattraper le temps perdu, de construire de nouveaux souvenirs avec elle. Si elle m'accepte, songea-t-il avec amertume.
Pour elle, je suis un étranger maintenant. Tandis que Georges Lambert est le père qu'elle connaisse, qui les a élevés ces dernières années. Les enfants que j'ai connus à l'orphelinat parlaient constamment de leur père, même après si longtemps séparés de vous. Ce genre de connexion ne se perd pas facilement, Laurent. C'est dans le sang, dans l'âme. Il sourit légèrement, trouvant un peu de réconfort dans ses paroles. Merci Sylvie, pour tout. Sans vous, je serais encore en train de vivre dans ma bulle de douleur, croyant qu'elles étaient perdues pour toujours. Ne me remerciez pas encore. Nous avons un long chemin à parcourir. Le lendemain matin, ils suivirent le plan établi. Ils se séparèrent pour couvrir plus de terrain. Richard resterait à observer la maison des Lambert, tandis que Laurent et Sylvie iraient au lycée. La stratégie était de collecter le maximum d'informations sans éveiller les soupçons. Le lycée Saint-Joseph était un établissement traditionnel avec un campus verdoyant et des installations impeccables. De l'extérieur, Laurent et Sylvie attendirent le début des cours. Bientôt, ils aperçurent les jumelles arriver, accompagnées d'une femme élégante qu'ils supposèrent être Patricia Lambert. Les trois conversaient joyeusement en se dirigeant vers le portail de l'école. « Regardez comme elles sont belles », murmura Laurent, caché derrière un journal qu'il faisait semblant de lire. « Elles sont le portrait craché d'Hélène quand elle était jeune. »« Comment s'appelaient-elles à l'orphelinat » demanda-t-il soudainement. « Marine et Marianne. » Marine était la plus bavarde, toujours à prendre les devants. Marianne était plus calme, plus observatrice. Béatrice était comme ça, sourit Laurent avec nostalgie. Toujours à parler sans arrêt, tandis que Blanche préférait observer avant d'agir. Certaines choses ne changent jamais. Après le départ des filles, Laurent et Sylvie décidèrent d'être plus audacieux. Ils se présentèrent au secrétariat du lycée comme des représentants d'une université offrant des bourses d'études à des élèves talentueux. Ils demandèrent des informations sur les jumelles Lambert, affirmant qu'elles avaient été recommandées par un professeur. La secrétaire, bien qu'initialement hésitante, finit par partager quelques détails. « Ah, les filles Lambert sont vraiment exceptionnelles. Toutes deux excellent en sciences, surtout en biologie. Marianne est aussi excellente en mathématiques, tandis que Marine brille dans les arts du spectacle. Elles sont très populaires parmi leurs camarades, toujours impliqués dans les projets sociaux de l'école. Et leurs parents ?» demanda Sylvie, nonchalamment. « Sont-ils participatifs dans leur vie scolaire ?»« Oh oui. Adré Patricia est un membre actif de l'association des parents d'élèves. Monsieur Georges n'apparaît pas autant en raison de ses engagements professionnels, mais il est toujours présent aux événements importants. C'est une famille très unie, vous savez, le genre de famille que tout le monde admire. » Laurent sentit son cœur se serrer en entendant cela. C'était douloureux d'imaginer quelqu'un d'autre occuper sa place dans la vie de ses filles, recevant l'amour et l'admiration qui auraient dû lui revenir. En sortant du lycée, ils retrouvèrent Richard, qui apportait des nouvelles importantes. « J'ai obtenu des informations sur l'adoption, dit-il, montrant des documents sur sa tablette. Comme nous le soupçonnions, le processus a été accéléré de manière irrégulière. Claire Renaud a falsifié les actes de naissance des filles, les déclarant comme filles de parents décédés dans un accident de voiture en Normandie. Il n'existe aucun enregistrement de cet accident, évidemment. « Et les Lambert ?» demanda Sylvie. « Le savaient-ils » D'après ce que j'ai pu déterminer, ils ont été trompés aussi. Ils ont payé une somme considérable à une agence d'adoption qui promettait d'accélérer le processus de manière légale. L'agence, bien sûr, n'était qu'une façade créée par Claire. Ils croyaient adopter des orphelines légitimes. Laurent absorba l'information en silence. C'était un soulagement de savoir que les Lambert n'étaient pas complices, mais cela rendait la situation encore plus complexe. Comment retirer les filles d'une famille qui les aimait et s'occupait bien d'elles, même si cette famille avait été construite sur un mensonge? « Je dois leur parler », décida soudainement Laurent. « Aux Lambert. Je dois expliquer la situation, montrer les preuves, essayer de résoudre cela de manière civilisée. Êtes-vous sûr que c'est la meilleure approche ?» questionna Richard. « Il pourrait prendre peur, tout nier, voire s'enfuir avec les filles. C'est un risque que nous devons courir. Je ne peux pas simplement arracher mes filles d'un foyer où elles ont été heureuses ces 6 dernières années. Ce serait aussi traumatisant que ce qui s'est passé dans le passé. » Alors qu'ils discutaient de la meilleure approche, Sylvie remarqua une voiture se garant près d'eux. Du véhicule descendit une femme d'environ 50 ans, aux cheveux teints en blond et à la posture élégante. Elle regarda directement le groupe, comme si elle les cherchait, puis marcha d'un pas décidé dans leur direction. « Laurent Fournier ?» demanda-t-elle, en arrivant assez près. Laurent se retourna, surpris d'entendre son nom. « Oui, qui êtes-vous »
Je m'appelle Patricia Lambert, et je pense que nous devons parler de mes filles. Le choc fut instantané. Comment savait-elle qui il était? Comment savait-elle qu'ils étaient là? Richard se plaça instinctivement entre Laurent et la femme, tandis que Sylvie observait la scène, tendue. « Comment nous avez-vous trouvés » demanda Richard, méfiant. « Ce n'était pas difficile » répondit Patricia, avec un calme surprenant. Le lycée m'a appelé m'alertant sur un couple qui posait des questions sur les filles. Quand ils ont mentionné que l'homme semblait ému en les voyant, j'ai tout de suite su qui c'était. J'ai toujours attendu ce jour, monsieur Fournier. J'ai toujours su que la vérité finirait par éclater. Cette confession laissa tout le monde pantois. Laurent fut le premier à retrouver sa voix. « Vous saviez, depuis le début ?» Patricia prit une profonde inspiration avant de répondre. « Pas depuis le début. J'ai découvert il y a environ 3 ans quand Marine, ou devrais-je dire Béatrice, a eu un problème de santé qui a nécessité des tests génétiques. Le médecin a remarqué des incompatibilités qui ne pouvaient pas exister dans une adoption légale. J'ai commencé à enquêter par moi-même et j'ai fini par trouver d'anciens articles sur la disparition des jumelles Fournier. Les dates, les caractéristiques physiques, tout coïncidait. « Et vous n'avez rien fait ?» accusa Laurent avec une colère croissante. « Vous avez gardé mes filles loin de moi tout en sachant la vérité. Que vouliez-vous que je fasse ?» rétorqua Patricia avec la même intensité. « Elles étaient mes filles depuis des années. Je les aimais comme si elles étaient les miennes. Et j'étais terrifié à l'idée de les perdre. Mais j'ai toujours su que ce jour arriverait. » Elle fit une pause, essayant de contrôler son émotion. « C'est pourquoi je suis venu à vous, pour essayer de trouver un chemin qui ne détruise pas la vie des filles une fois de plus. » Le silence qui suivit était chargé de tension. 2 personnes qui aimaient les mêmes enfants, unies par le désir de les protéger, mais séparées par un abîme de douleur et de méfiance. « Peut-être devrions-nous continuer cette conversation dans un endroit plus privé, » suggéra Sylvie, remarquant qu'il commençait à attirer des regards curieux. « D'accord, » dit Patricia. « Nous pouvons aller dans un café ici près. Georges est en voyage d'affaires. Il ne rentrera que la semaine prochaine. Les filles sont à l'école jusqu'à 16 heures. Nous avons le temps de parler. » Au café, assis à une table à l'écart, la conversation se poursuivit. Patricia expliqua comment s'était passée l'adaptation des filles après l'adoption, les difficultés initiales, l'affection qui avait fleuri entre eux. Elle raconta le choc en découvrant la vérité, la peur de perdre les filles qu'elle aimait, la culpabilité de garder le secret. « Elles font encore des cauchemars parfois », révéla-t-elle. « Elles se réveillent en pleurant, parlant d'eau, de se perdre l'une l'autre. Nous les avons emmenées chez un thérapeute qui a dit que c'était un traumatisme d'abandon, courant chez les enfants adoptés. Mais maintenant je sais que ce sont des souvenirs de ce qui s'est réellement passé. » Laurent écoutait le cœur serré, imaginant la souffrance de ses filles. « Se souviennent-elles de moi ?» demanda-t-il enfin. Pas consciemment ou clairement, mais parfois elles disent des choses, de petits détails qui n'ont pas de sens dans le contexte de l'histoire qu'elles connaissent. Elles parlent d'un jardin avec une fontaine, d'un homme qui les emmenait faire du vélo le dimanche. « Dans le jardin de l'hôtel particulier, il y a une fontaine, » murmura Laurent, les yeux embués, « et je les emmenais toujours faire du vélo au parc le dimanche, avant d'aller travailler le lundi. » Patricia acquiesça avec un sourire triste. « Je sais. J'ai lu sur vous. J'ai vu d'anciennes photos de la famille. Je me suis toujours demandé comment serait cette rencontre, ce que je dirais quand nous serions enfin face à face. »« Et qu'avez-vous décidé de dire ?» demanda Sylvie, doucement. « La vérité. Que j'aime mes filles plus que tout au monde, que je ferai n'importe quoi pour les garder en sécurité et heureuses. Mais aussi que je comprends la douleur de monsieur Fournier, l'injustice qu'il a subie, et que les filles méritent de connaître leur véritable histoire. » C'était une concession à laquelle aucun d'eux ne s'attendait. Laurent regarda la femme avec une nouvelle compréhension. Elle n'était pas le monstre qu'il avait imaginé, mais juste une mère essayant de protéger ses filles. « Comment devons-nous procéder alors ?» demanda-t-il la voix plus douce. « Avec prudence, beaucoup de prudence, » répondit Patricia. « Ce sont des adolescentes dans une phase cruciale de leur développement. Un choc de cette ampleur pourrait causer des dommages irréparables. » Elle hésita avant de continuer. « Je propose que nous engagions une équipe de psychologues spécialisés en traumatismes infantiles. Que la révélation soit faite progressivement, avec tout le soutien nécessaire. »« Et la justice ?» intervint Richard. « Il y a un crime ici. Enlèvement, falsification de documents. La principale responsable est Claire Renaud, » dit Patricia. « Elle nous a tous trompés. Quant à Georges et moi, nous sommes prêts à coopérer pleinement, à condition que le bien-être des filles soit la priorité absolue. »
Laurent réalisa qu'il était à un carrefour. Il pouvait exiger la garde immédiate de ses filles, entraîner tout le monde dans un processus judiciaire douloureux, où il pouvait chercher un chemin de réconciliation progressive qui respecterait les liens affectifs que les filles avaient construits avec les Lambert. « Je veux les connaître », dit-il enfin. Pas comme leur père biologique, pas encore. Juste comme qu'un ami de la famille, peut-être. Quelqu'un qui puisse s'approcher d'elle sans éveiller les soupçons. Patricia considéra la proposition. « Nous pouvons dire que vous êtes un collègue de travail de Georges. Nous recevons souvent des cadres à la maison pour des dîners. Personne ne se poserait de questions. » C'était un début. Un petit pas dans un voyage qui promettait d'être long et émotionnellement épuisant, mais c'était plus que ce que Laurent avait espéré en se réveillant ce matin-là. « Merci », dit-il à Patricia, avec sincérité, « de les avoir aimées quand je ne le pouvais pas, d'avoir si bien pris soin d'elles. » Patricia acquiesça, les larmes aux yeux. « Elles sont extraordinaires. Les voir grandir a été le plus grand cadeau de ma vie. Et maintenant nous devrons apprendre à partager ce cadeau. » Alors qu'ils réglèrent les détails de la première rencontre, Sylvie observait la scène avec un mélange d'émotion et d'espoir. C'était une situation complexe, sans méchant ni héros absolu, juste des personnes imparfaites essayant de faire de leur mieux dans des circonstances impossibles. Le chemin serait encore long et difficile, mais le premier pas, peut-être le plus important, avait été franchi. Le dîner chez les Lambert fut fixé pour le vendredi suivant. Dans les jours précédant la rencontre, Laurent alternait entre des moments d'attente presque enfantines et des crises d'anxiété si intenses qu'il peinait à respirer. Il passait des heures à choisir la tenue qu'il porterait, à répéter ce qu'il dirait, à imaginer ce que ce serait d'entendre la voix de ses filles après si longtemps. « N'ayez pas l'air trop nerveux », conseilla Sylvie l'après-midi du grand jour, alors qu'elle aidait Laurent à se préparer à l'hôtel. « Les adolescentes sont perspicaces. Si elles remarquent quelque chose d'étrange, elles commenceront à poser des questions. « Comment puis-je ne pas avoir l'air nerveux ?» questionna-t-il, ajustant sa cravate pour la 3e fois. « Je vais rencontrer mes filles après 8 ans, à croire qu'elles étaient perdues pour toujours. C'est comme si j'étais sur le point de ressusciter. » Sylvie sourit avec compréhension. « Respirez profondément. Souvenez-vous, aujourd'hui, vous n'êtes que Laurent Fournier, un collègue de travail de Georges qui est en ville pour affaires. Rien de plus. Et si elles me reconnaissent, si quelque chose en moi éveille un souvenir, Patricia sera là pour aider à gérer la situation. Et vous avez déjà accepté le plan. Pas de révélation ce soir. C'est juste un premier contact. » Laurent acquiesça, essayant de contrôler son anxiété. Au cours des dernières 48 heures, lui et Patricia avaient longuement discuté, établissant les paramètres de la rencontre. Richard, de son côté, continuait d'enquêter sur Claire Renaud, dont la localisation était encore inconnue. La dernière piste indiquait qu'elle avait quitté la France pour le Portugal il y a environ 2 ans. À 19 heures précises, Laurent et Sylvie, qui avaient été invités à l'accompagner sous le prétexte d'être son assistante, arrivèrent à la résidence des Lambert. Ils furent accueillis par Patricia, qui semblait aussi nerveuse que Laurent, bien qu'elle essayât de le dissimuler avec un sourire chaleureux. « Les filles sont déjà à la maison », dit-elle en les conduisant au salon. « Elles se préparent pour le dîner. Je n'ai rien mentionné de spécial à votre sujet, juste que vous êtes un collègue de Georges qui est à Nice pour une conférence. » Laurent acquiesça, la bouche sèche. L'intérieur de la maison était à la fois élégant et accueillant. Sur le mur du salon, plusieurs photographies montraient les jumelles à différentes étapes de leur vie. Le premier jour d'école, les fêtes d'anniversaire, les voyages de vacances. Toute une vie qu'ils n'avaient pas partagée. « Acceptez-vous quelque chose à boire en attendant ?» offrit Patricia, remarquant le regard de Laurent sur les photographies. « Un whisky, s'il vous plaît. »« Sec » demanda-t-il, ayant besoin de quelque chose pour calmer ses nerfs. « Pour moi, un jus de fruits, si vous avez, » dit Sylvie. Alors que Patricia se dirigeait vers le bar, des voix jeunes et animées résonnèrent dans le couloir. Laurent se figea, reconnaissant immédiatement le son des rires qui avaient si souvent peuplé ses rêves. « Maman, on est prête. On peut commander une pizza après? Il y a un nouveau film sur Netflix qu'on voulait voir et... » La phrase fut interrompue lorsque les jumelles entrèrent dans le salon et remarquèrent les visiteurs. Laurent eut l'impression que le monde s'était arrêté. Elles étaient là, ses filles. Non plus les petites enfants de ses souvenirs, mais des adolescentes vibrantes au sommet de leurs 14 ans. Béatrice, ou Marine, comme on l'appelait maintenant, fut la première à sourire et à s'approcher, toujours la plus extravertie des deux. « Salut, vous devez être les amis que maman a dit qui viendraient dîner. Je suis Marine, et voici ma sœur Marianne. » Laurent ne put répondre immédiatement.
Sa gorge était nouée par l'émotion. Ce fut Sylvie qui sauva la situation, tendant la main avec un sourire chaleureux. « Enchanté de vous connaître. Je suis Sylvie, et voici Laurent. Nous sommes des collègues de travail de votre père. Il est encore en voyage, » commenta Marianne, avec une légère déception dans la voix. « Il rate toujours les dîners sympas. Il rentre la semaine prochaine, ma chérie, » intervint Patricia revenant avec les boissons, « et il a promis de vous emmener faire du shopping, tu te souviens ?» Les filles s'assirent sur le canapé en face des visiteurs. Laurent ne pouvait détacher ses yeux d'elle, absorbant chaque détail, la façon dont Marianne enroulait une mèche de cheveux autour de son doigt en parlant, exactement comme Blanche le faisait quand elle était petite, la manière dont Marine inclinait légèrement la tête en souriant, un trait hérité d'Hélène. « Alors, vous travaillez dans quoi exactement ?» demanda Marine, curieuse. Laurent trouva enfin sa voix. « Je suis entrepreneur dans l'immobilier. J'ai une société de promotion à Paris. »« Cool. On a vécu à Paris un moment quand on était petite, n'est-ce pas, Marie ?» dit Marine, en regardant sa sœur. Laurent sentit son cœur s'accélérer. Se souvenait-elle de Paris? Pas vraiment, répondit Marianne pensive. Je me souviens surtout de Lyon, de l'orphelinat. Vous vous souvenez de l'orphelinat? Demanda doucement Sylvie. De quelques trucs, dit Marine en haussant les épaules. Pas grand-chose. Parfois je fais des rêves bizarres, avec une grande maison, différente de celle-ci, et un immense jardin avec une fontaine. Laurent faillit renverser son verre. C'était la description exacte de l'hôtel particulier de Neuilly. Patricia lui lança un regard d'avertissement, lui rappelant de garder son sang-froid. « Ça doit être de l'époque avant l'orphelinat, » continua Marine. « La psy a dit qu'on peut avoir des souvenirs fragmentés d'avant l'adoption. C'est normal. Et vous ne vous souvenez de rien sur « avant d'aller à l'orphelinat » demanda Laurent, incapable de contenir sa curiosité. Patricia intervint rapidement. « Les filles, pourquoi n'iriez-vous pas vérifier si la table est mise? J'ai dû oublier les serviettes en tissu. » Les jumelles obéirent, bien qu'avec des regards intrigués vers le visiteur qui posait des questions si personnelles. Dès qu'elle fut ressortie, Patricia se tourna vers Laurent. « Nous devons y aller doucement, » murmura-t-elle tendue. « Je sais que c'est difficile, mais nous ne pouvons pas forcer leurs souvenirs. »« Désolé, » murmura Laurent. « C'est que... elles se souviennent, Patricia. D'une manière ou d'une autre, elles ont encore des souvenirs de la maison, du jardin. Oui. Mais ce sont des fragments, des rêves confus. Nous devons leur donner le temps pour que ces souvenirs émergent naturellement, avec un accompagnement approprié. » Le reste du dîner se déroula de manière plus contrôlée. Laurent s'efforça d'agir normalement, posant des questions générales sur l'école, les loisirs, les projets d'avenir. Il découvrit que Marine rêvait d'être actrice, tandis que Marianne voulait devenir médecin, comme Patricia. Toutes deux adorèrent la musique, en particulier le piano, un instrument que Laurent jouait également. « On en joue depuis qu'on est petite, » expliqua Marianne. « Maman dit qu'on avait déjà du talent quand on est arrivé, comme si quelqu'un nous avait déjà appris avant. Je leur ai appris le piano dès l'âge de 4 ans, » pensa Laurent, avec un mélange de fierté et de tristesse. Certaines choses, même la séparation forcée n'avait pu les effacer. Après le dessert, un flan qui, par coïncidence, était le préféré des jumelles quand elles étaient petites, les filles demandèrent la permission de se retirer. Elles avaient un examen important le lendemain et devaient étudier. « C'était un plaisir de vous rencontrer, » dit Marine avec un sourire. « Vous êtes plus sympa que la plupart des collègues de papa. On espère vous revoir, » ajouta Marianne, plus réservée, mais tout aussi sincère. « Le plaisir était pour nous, » répondit Laurent, luttant pour garder une voix ferme. « Je suis sûr que nous nous reverrons bientôt. » Quand les filles montèrent, Patricia, Laurent et Sylvie purent enfin parler librement. Patricia se servit un verre de vin et remplit à nouveau le verre de whisky de Laurent. « Vous vous en êtes bien sortis, » commenta-t-elle. « Mieux que ce que j'espérais, pour être honnête. »« Elles sont extraordinaires, » dit Laurent, les yeux embués. « Si intelligentes, si pleines de vie. Vous avez fait un travail formidable, Patricia. Nous avons fait de notre mieux. Georges et moi avons toujours mis leur bien-être en premier. »« Et Georges ?» demanda Sylvie. « Est-il au courant de... tout ça ?» Patricia soupira, faisant tourner le vin dans son verre. « Pas encore. J'ai préféré attendre que vous rencontriez les filles d'abord, pour voir comment serait la dynamique. Georges est un homme bon, mais il peut être impulsif lorsqu'il s'agit de protéger sa famille. Il doit savoir, affirma Laurent. Si nous voulons poursuivre ce plan de réintégration progressive, tout le monde doit être sur la même longueur d'onde. Je lui dirai à son retour de voyage, acquiesça Patricia. Nous aurons besoin de toute sa compréhension pour ce qui nous attend. Et qu'est-ce qui nous attend exactement ? Demanda Laurent.
Comment procédons-nous à partir de maintenant? Patricia posa son verre sur la table et croisa les mains sur ses genoux, pensive. J'ai déjà consulté une psychologue spécialisée dans les traumatismes infantiles et l'adoption. Évidemment, je n'ai pas révélé tous les détails, juste assez pour obtenir une orientation professionnelle. Elle a suggéré une approche par étapes. Ça ressemble quel genre d'étape? Voulut savoir Sylvie. D'abord, établir une relation de confiance entre les filles et vous, Laurent. Des visites régulières, des activités partagées, créer une base solide avant toute révélation. En parallèle, des séances de thérapie pour les préparer à recevoir des informations sur leur passé. Combien de temps cela prendrait-il? Demanda Laurent, anxieux. Quelques mois au minimum. Nous ne pouvons pas précipiter ce processus, Laurent. Nous touchons à leur identité, à la perception qu'elles ont d'elles-mêmes et du monde. Laurent soupira profondément. Une partie de lui voulait crier la vérité immédiatement, récupérer ses filles, compenser tout le temps perdu. Mais la partie rationnelle, celle qui se souciait vraiment du bien-être de Béatrice et Blanche, ou Marine et Marianne, comme on les appelait maintenant, savait que Patricia avait raison. Et les questions juridiques? Demanda Sylvie. Tôt ou tard, les autorités devront être informées de ce qui s'est passé. Richard y travaille, répondit Laurent. Nous rassemblons toutes les preuves pour présenter un dossier solide contre Claire Renaud. L'important est qu'il soit clair que les Lambert ont aussi été des victimes, qu'ils ont agi de bonne foi. Patricia le regarda avec gratitude. Merci pour ça. Ce serait dévastateur pour les filles si Georges et moi étions traités comme des criminels. Je ne fais pas ça seulement pour vous, admit Laurent avec franchise. Je pense aux filles. Elles vous aiment, vous considèrent comme leurs parents. Les séparer brusquement serait répéter le traumatisme qu'elles ont subi lorsqu'on me les a enlevées. Un silence pensif s'installa sur le trio. Ils s'embarquaient en territoire inconnu, sans manuel ni précédent pour les guider. Comment réintégrer un père biologique dans la vie de filles qui lui ont été enlevées, sans détruire les liens qu'elles ont construits avec leur famille adoptive? Comment leur dire la vérité sur leur passé, sans briser l'identité qu'elles se sont forgées au fil des ans? Ce ne sera facile pour personne, dit finalement Patricia. Il y aura des jours difficiles, des larmes, de la colère. Nous devons être préparés. Je serai à vos côtés tout au long du processus, assura Sylvie. Je connais les filles depuis l'orphelinat. Je pourrais peut-être aider à rendre cette transition plus douce. Laurent lui sourit, reconnaissant pour sa présence constante depuis le début de cette incroyable aventure. Sans Sylvie, il n'aurait jamais découvert la vérité, n'aurait jamais retrouvé ses filles. « Alors quand revenons-nous » demanda-t-il, déjà impatient de la prochaine rencontre. « Georges rentre mercredi prochain. Je dois d'abord lui parler. Peut-être le week-end suivant. Nous pourrions organiser une sortie, quelque chose de décontracté en plein air. Les filles adorent le jardin botanique. » La mention d'un jardin fit sourire Laurent. Elles ont toujours aimé les jardins. Quand elles étaient petites, nous passions des heures à explorer le jardin de l'hôtel particulier, à chercher des insectes, à inventer des histoires de fées qui vivaient parmi les fleurs. Elles le font encore, révéla Patricia avec un sourire nostalgique. Marine invente toujours des histoires sur des créatures magiques qui vivent dans notre petit jardin. Marianne préfère cataloguer les plantes, noter chaque détail dans un petit carnet. Certaines choses ne changent jamais, commenta Sylvie, observant comment ces petits détails reliaient les enfants d'avant à ce qu'elles étaient maintenant, un fil invisible que ni le temps ni la séparation n'avaient pu rompre complètement. Quand ils se dirent enfin au revoir, il était plus de minuit. Sur le chemin du retour à l'hôtel, Laurent était silencieux, digérant tout ce qu'il avait vécu cette nuit-là. « Vous allez bien ?» demanda Sylvie, inquiète de son silence. « Je ne sais pas exactement ce que je ressens, » admit-il. « C'est un mélange de joie de les voir si bien, si heureuses, et une douleur profonde pour tout ce que nous avons perdu, pour tous les moments que nous aurions dû partager. Vous aurez d'autres moments, Laurent, différents de ce que vous imaginiez certainement, mais tout aussi spéciaux. » Il acquiesça, sachant qu'elle avait raison. Le passé ne pouvait être récupéré, mais l'avenir était encore ouvert. Et pour la première fois en 8 ans, cet avenir incluait ses filles. Le lendemain, alors qu'ils prenaient leur petit déjeuner au restaurant de l'hôtel, Richard apparut avec des nouvelles. « Nous avons retrouvé Claire Renaud », annonça-t-il en s'asseyant à leur table. « Où » demanda Laurent, immédiatement alerte. « À Lisbonne. Elle vit sous le nom de Carla Rodriguez et travaille comme consultante en immigration. Apparemment, elle aide des Français à s'installer au Portugal. »« Et maintenant, que faisons-nous » demanda Sylvie. « J'ai déjà contacté les autorités françaises.
Nous préparons une demande d'extradition sur la base des preuves recueillies. Cela prendra du temps, mais elle répondra des crimes qu'elle a commis. » Laurent fixa sa tasse de café, pensif. Claire Renaud avait détruit sa famille, volé 8 précieuses années de sa vie avec ses filles. Une partie de lui voulait la voir payer pour ce qu'elle avait fait, souffrir comme il avait souffert. Mais une autre partie, celle qui avait dîné avec ses filles la veille, celle qui avait vu comment elles avaient grandi fortes et heureuses malgré tout, voulait juste aller de l'avant. « Il y a autre chose que vous ne nous dites pas, n'est-ce pas ?» demanda-t-il à Richard, remarquant une hésitation chez l'enquêteur. Richard soupira. « Oui, nous avons découvert que Claire n'a pas agi seule. Quelqu'un d'autre était impliqué dans le complot, quelqu'un qui a financé toute l'opération. »« Qui ?» demanda Laurent, bien que quelque chose en lui soupçonnât déjà la réponse. « Votre ex-femme, Hélène Fournier. » La révélation tomba comme une bombe. Laurent blêmit, incapable de traiter ce qu'il venait d'entendre. « Ce n'est pas possible. Hélène aimait les filles plus que tout. Elle a tenté de... Vous savez, après la disparition. Pourquoi aurait-elle fait une chose pareille? Nous n'avons pas encore tous les détails, mais nous avons trouvé des virements bancaires importants d'un compte secret d'Hélène à Claire, dans les mois précédant la disparition des filles, et ensuite des registres de visites fréquentes à l'orphelinat de Lyon, toujours sous de faux noms. « L'allez les voir ?» demanda Sylvie, stupéfaite. « Apparemment. Toujours avec discrétion, se présentant comme une bienfaitrice de l'institution. Les visites ont cessé lorsque les filles ont été adoptées. » Laurent se leva, incapable de rester assis. La trahison était trop profonde, trop douloureuse. Hélène, la femme qu'il avait aimée, la mère de ses filles, avait orchestré tout le plan pour l'éloigner d'elle. Pourquoi? Quelle sorte de haine pouvait motiver un acte aussi cruel? Où est-elle maintenant? Demanda-t-il, la voix tremblante. C'est un autre problème, répondit Richard. Personne ne le sait. Hélène Fournier a disparu des radars il y a environ 6 mois. Elle a vendu ses propriétés, fermé ses comptes bancaires et s'est simplement volatilisée. Elle a dû découvrir que nous enquêtions, conclut Sylvie. Quelqu'un l'a peut-être alertée. Nous devons la retrouver, décida Laurent. Non seulement pour qu'elle réponde de ses actes, mais parce que j'ai besoin de comprendre, d'entendre de sa propre bouche la raison. Qu'ai-je fait pour mériter une telle haine, pour qu'elle détruise notre famille de cette façon? Laurent, appela doucement Sylvie, ne laissez pas cela vous détourner de ce qui compte vraiment maintenant, vos filles. Hélène répondra de ses actes en temps voulu. Maintenant, vous devez vous concentrer sur la reconstruction de votre relation avec les filles. Il savait qu'elle avait raison, mais la révélation de la trahison d'Hélène avait ouvert une blessure qui n'avait que superficiellement cicatrisé. Pendant toutes ces années, il avait porté la culpabilité de la séparation, croyant que son dévouement excessif au travail, son tempérament difficile, avait éloigné Hélène. Il n'aurait jamais imaginé qu'elle fût capable d'une vengeance aussi cruelle, aussi calculée. « Vous avez raison, » dit-il finalement, en se rasseyant. « Les filles sont la priorité maintenant. Mais je ne laisserai pas cela de côté. Hélène doit expliquer ses actions, elle doit regarder ses filles dans les yeux et leur dire pourquoi elle les a séparées de leur père. » Dans les jours qui suivirent, Laurent partagea son temps entre le suivi des avancées de l'enquête et la préparation de la prochaine rencontre avec ses filles. Patricia avait appelé, confirmant la sortie au jardin botanique pour le dimanche suivant. Georges rentrerait plus tôt que prévu, et elle avait déjà entamé la difficile conversation sur la véritable identité des filles. « Comment a-t-il réagi ?» demanda Laurent, appréhendant la réponse. « Mieux que ce que j'espérais, pour être sincère, » répondit Patricia. « Il a été choqué, bien sûr, et initialement très sur la défensive. Mais quand je lui ai montré toutes les preuves, quand je lui ai tout expliqué, il a compris la gravité de la situation. Georges est un homme juste, Laurent. Il aime les filles autant que moi, autant que vous. Il veut ce qu'il y a de mieux pour elles. Il a donc accepté notre plan, l'approche progressive? Oui, bien qu'il soit inquiet, comme nous tous. Mais il voit la logique, la nécessité de protéger les filles d'un choc plus grand. » Laurent respira soulagé. Affronter l'hostilité de Georges aurait été un obstacle de plus sur un chemin déjà semé d'embûches. Avoir le soutien, ou du moins la compréhension de l'homme qui avait élevé ses filles ces dernières années, était une bénédiction inattendue. Le dimanche, sous un ciel bleu typique de la Côte d'Azur, les familles se retrouvèrent au jardin botanique. Les filles, excitées par la sortie, courèrent devant, prenant des photos et désignant les plantes exotiques qu'elles trouvaient sur leur chemin. Georges Lambert, un homme grand à l'air sérieux, mais au sourire facile, tendit la main à Laurent. « Monsieur Fournier », salua-t-il formellement. « Laurent, s'il vous plaît », répondit-il en serrant la main offerte.
Les deux hommes s'étudièrent un instant, se jaugeant silencieusement. Il y avait une tension naturelle entre eux, comme deux planètes gravitant autour du même soleil. « Patricia m'a tout raconté », dit Georges, baissant la voix pour que les filles n'entendent pas. « C'est une situation complexe, c'est le moins qu'on puisse dire. »« Oui, » acquiesça Laurent, « pour nous tous. »« Je veux que vous sachiez que j'aime ces filles comme si elles étaient les miennes, » déclara Georges sans détour. « J'ai été présent à chaque moment important de leur vie ces 6 dernières années. Je leur ai appris à faire du vélo sans roulette, je les ai aidés avec leurs devoirs. J'ai séché leurs larmes lors de leur premier chagrin d'amour. « Je sais, » répondit Laurent, sentant le poids de toutes ces expériences perdues, « et je vous en suis reconnaissant, d'avoir été le père que je n'ai pas pu être pendant ces années. » Georges parut surpris par la réponse, comme s'il s'attendait à de l'hostilité. « Je pensais que vous me détesteriez, que vous me verriez comme un usurpateur. Comment pourrais-je détester quelqu'un qui a si bien pris soin de mes filles? Qui les a aimées et protégées quand je ne le pouvais pas ?» Les deux hommes partagèrent un moment de compréhension mutuelle, une trêve silencieuse dans une guerre qu'aucun des deux n'avait commencée. Ils étaient à tous deux victimes des circonstances, des pions dans un jeu cruel orchestré par d'autres. « Et vous deux » appela Marine en courant vers eux. « Venez voir ce qu'on a trouvé. C'est un arbre super vieux, il doit avoir plus de 100 ans. »« On arrive » répondit Georges, en souriant à la fillette. Puis, se tournant vers Laurent, il ajouta « Essayons de faire en sorte que ça marche pour leur bien. »« Oui » acquiesça Laurent, « pour leur bien. » Alors qu'ils marchaient ensemble pour rejoindre les filles, Laurent ressentit une étrange paix. L'avenir était encore incertain, plein de défis et de douleurs potentielles. Mais pour la première fois depuis longtemps, il était aussi plein de possibilités, d'espoir. Ces filles étaient vivantes, heureuses, et maintenant, peu à peu, elles allaient refaire partie de sa vie. Le chemin serait long et difficile. Il y aurait des larmes, de la confusion, peut-être même de la colère. Mais en regardant Béatrice et Blanche, ou Marine et Marianne, comme elles étaient devenues, courir entre les arbres centenaires du jardin botanique, Laurent sut que cela en valait la peine. Chaque pas, chaque larme, chaque moment d'incertitude serait un petit prix à payer pour le privilège d'être à nouveau père. 3 mois s'étaient écoulés depuis la première rencontre au jardin botanique. Durant cette période, Laurent et les filles avaient développé une relation de plus en plus proche. Ils se rendaient régulièrement chez les Lambert, participaient à des dîners, assistaient aux spectacles scolaires de ses filles et les emmenaient même pour des sorties occasionnelles, toujours avec la permission et souvent en compagnie de Georges et Patricia. Pour les jumelles, tonton Laurent, comme elles l'appelaient, était devenu une présence constante et chère dans leur vie. Marine, toujours plus expansive, avait rapidement développé une admiration pour l'entrepreneur, fascinée par ses histoires de construction et de projets architecturaux. Marianne, plus réservée, avait mis un peu plus de temps à s'ouvrir, mais avait fini par trouver en Laurent un interlocuteur patient pour ses discussions sur la littérature et la science. « C'est incroyable comme elles se sont naturellement attachées à vous », commenta Sylvie, lors d'un des déjeuners qu'ils partageaient désormais régulièrement à l'hôtel particulier de Neuilly, où ils étaient revenus temporairement. C'est comme si, d'une certaine manière, le sang reconnaissait le sang. « Ça a été surréaliste », admit Laurent avec un sourire qui quittait rarement son visage ces derniers temps. « Parfois, je dois me contrôler pour ne pas les appeler par leur prénom d'origine, pour ne pas mentionner des souvenirs que nous ne sommes pas censés partager. » L'hôtel particulier avait également subi des transformations. La chambre des filles, autrefois un sanctuaire intouché, était en cours de rénovation. Laurent avait engagé un décorateur d'intérieur pour la transformer en un espace adapté aux adolescentes, en conservant certains éléments originaux, mais en y ajoutant des touches plus modernes. C'était un geste symbolique, une préparation pour le jour où ces filles pourraient enfin rentrer à la maison, même si ce n'était que pour des visites. Parallèlement, l'enquête sur la disparition des filles progressait. Claire Renaud avait été localisée à Lisbonne et attendait son extradition vers la France où elle répondrait d'enlèvement, de falsification de documents et d'autres crimes. Hélène, cependant, restait introuvable, un fantôme qui hantait encore l'histoire de cette famille brisée. Pendant ce temps, les jumelles avaient commencé des séances avec la Dré Livia Camus, une psychologue spécialisée dans les traumatismes infantiles et les questions d'identité. Sans encore révéler toute la vérité, Patricia et Georges avaient expliqué aux filles qu'ils aimeraient qu'elles explorent leurs souvenirs d'enfance, leurs origines, dans le cadre d'un processus naturel de connaissance de soi à l'adolescence.
Après plusieurs séances individuelles, et quelques-unes avec les filles ensemble, Livia convoqua une réunion avec tous les adultes impliqués, Laurent, Patricia, Georges et Sylvie. Les filles progressent bien, expliqua la psychologue dans son cabinet chaleureux du quartier des musiciens à Nice. Peu à peu, des souvenirs fragmentés ont émergé, notamment à travers des rêves et des associations libres. Des souvenirs du jardin de la maison, d'un homme qui les emmenait faire du vélo, d'une femme qui chantait pour elles avant de dormir. « Hélène », murmura Laurent, reconnaissant la description de son ex-femme, qui avait l'habitude de chanter des berceuses à ses filles tous les soirs. « Très probablement », acquiesça Livia. Ce qui est intéressant, c'est que ces souvenirs ne provoquent ni malaise ni anxiété chez les filles. Au contraire, ils sont associés à des sentiments de sécurité et de bonheur. C'est positif pour le processus de révélation. « Alors vous pensez que le moment est venu ?» demanda Patricia avec un mélange d'appréhension et de soulagement. « Je le crois. Les filles sont émotionnellement prêtes à commencer à comprendre leur véritable histoire, mais cela doit être fait avec beaucoup de soin, par étapes. Comment suggérez-vous de procéder ?» questionna Georges, qui était devenu un allié étonnamment solide au cours des dernières semaines. D'abord, Patricia et Georges doivent avoir une conversation initiale avec elle, en expliquant qu'elles ont été adoptées dans des circonstances inhabituelles et que vous avez récemment découvert plus d'informations sur leur famille biologique. N'entrez pas dans les détails de l'enlèvement ou des manipulations de Claire et Hélène, pas encore. Établissez simplement le fait de base que leur adoption n'a pas suivi les voies normales. « Et moi ?» demanda Laurent, anxieux. Lors d'une deuxième conversation, peut-être 1 ou 2 jours plus tard, vous présenterez Laurent comme leur père biologique. Je serai présente pour aider à médier cette révélation. Ce sera un moment intense, chargé d'émotions. Les filles pourraient réagir par le choc, le déni, la colère, ou une combinaison de toutes ces émotions. Et si elles me rejettent, verbalisa Laurent sa plus grande crainte, si elles ne croient pas, ou pire, si elles croient mais ne veulent pas m'accepter dans leur vie? C'est une possibilité que nous devons envisager, admit Livia avec honnêteté. Mais souvenez-vous, vous avez construit une base solide ces derniers mois. Les filles vous apprécient déjà, elles vous font confiance. Cela ne disparaîtra pas soudainement. La réunion dura encore 2 heures, Livia détaillant chaque étape du processus, répondant aux préoccupations de chacun, les préparant aux réactions possibles des jumelles. Quand ils sortirent enfin du cabinet, la nuit était déjà tombée sur Nice, les lumières de la ville se reflétant sur l'océan comme des étoiles terrestres. « Êtes-vous tous prêts pour ça ?» demanda Sylvie, alors qu'ils marchaient ensemble sur la promenade des Anglais. « On ne sera jamais totalement prêts, » répondit Georges avec un soupir, « mais nous ne pouvons pas repousser l'inévitable. Les filles méritent de connaître la vérité, aussi douloureuse soit-elle. » Georges a raison, acquiesça Patricia. De plus, plus nous attendons, plus la situation se complique. Elles grandissent, forment leur identité. Elles ont besoin de savoir qui elles sont vraiment, d'où elles viennent. Laurent marchait en silence, absorbé par ses pensées. Dans quelques jours, ces filles sauraient la vérité. Elles sauraient qu'il était leur père, qu'elles avaient été séparées contre sa volonté, que toute leur vie avait été construite sur un mensonge élaboré. Comment réagiraient-elles, l'accepteraient-elles, le blâmeraient-elles de ne pas les avoir retrouvées plus tôt? Tout ira bien, Laurent, assura Sylvie, percevant son anxiété. Les filles sont fortes, intelligentes, et elles sont aimées de nous tous, c'est le plus important. La première conversation entre les Lambert et les jumelles eut lieu un vendredi soir, après le dîner. Laurent et Sylvie attendaient anxieusement dans un hôtel voisin, espérant des nouvelles. Finalement, vers 22 heures, le téléphone sonna. « Comment ça s'est passé ?» demanda immédiatement Laurent en entendant la voix de Patricia. « Difficile, comme nous nous y attendions, » répondit-elle, l'air épuisé. Il y a eu des pleurs, des questions, des moments de silence. Marianne est restée très silencieuse, traitant tout en interne. Marine a posé 1000 questions, a voulu connaître chaque détail. Mais dans l'ensemble, je pense que ça s'est bien passé. Elles ont compris qu'elles avaient été adoptées dans des circonstances irrégulières, que nous ne connaissions pas toute la vérité à l'époque. Et vous avez mentionné quelque chose à mon sujet. Juste que nous avons récemment découvert des informations sur leur famille biologique et que nous aimerions poursuivre cette conversation dimanche, en présence de l'Adré Livia. Nous ne sommes pas encore entrés dans les détails spécifiques. Comment semblaient-elles à la fin de la conversation? Confuses, bien sûr, un peu secouées. Mais il n'y a eu ni rejet ni colère dirigée contre nous, ce qui était l'une de nos plus grandes craintes. Elles ont compris que nous ne savions pas la vérité, que nous avions été trompés aussi. Et maintenant?
Maintenant, nous nous reposons. Nous les laissons digérer cette première révélation. La Drélivia viendra dimanche à 10 heures. Vous devriez arriver une demi-heure plus tard. Les 2 jours suivants furent les plus longs de la vie de Laurent. Il alternait entre des moments d'espoir radieux et des périodes d'anxiété paralysante. Il répétait ce qu'il dirait, comment il expliquerait les événements du passé sans surcharger les filles à de détails traumatisants, comment il exprimerait tout l'amour qu'il avait ressenti pour elles pendant les années de séparation. « Vous devez vous calmer », conseilla Sylvie le dimanche matin, alors que Laurent ajustait pour la 10e fois la cravate qu'il avait choisie pour l'occasion. « Les filles sentiront votre anxiété, et cela pourrait rendre les choses encore plus difficiles. »« J'essaie », répondit-il, passant les mains dans ses cheveux déjà ébouriffés à force de les toucher. « Mais c'est comme si toute ma vie convergeait vers ce moment, vous comprenez? C'est terrifiant. Je sais, mais souvenez-vous, vous n'êtes pas seul là-dedans. Nous sommes tous là pour vous soutenir, et plus important encore, pour soutenir les filles. » Quand ils arrivèrent chez les Lambert, ponctuellement à 10h30, Laurent sentit son estomac se nouer de nervosité. Patricia les accueillit à la porte, avec un sourire tendu. « La Drélivia est déjà là », informa-t-elle. « Les filles sont dans le salon, elles attendent. Elles savent que vous venez, mais ne savent pas encore la raison exacte. » Le salon était aménagé pour paraître le plus accueillant possible. Coussins confortables, une carafe de jus sur la table basse, lumière douce. Les jumelles étaient assises côte à côte sur le canapé, avec Georges à leur côté. Livia occupait un fauteuil à proximité. Tous regardèrent Laurent lorsqu'il entra, créant un moment de silence chargé d'attente. « Bonjour les filles », salua-t-il, essayant de garder une voix ferme. « Georges, Drélivia. »« Tonton Laurent », répondit Marine, avec un sourire confus. « Maman a dit que tu venais pour une conversation importante. »« Oui », confirma-t-il, s'asseyant dans le fauteuil indiqué par Patricia. « Très importante. »« Les filles », commença Livia, assumant le rôle de médiatrice, « hier, vos parents vous ont parlé de certaines découvertes liées à votre adoption, n'est-ce pas ?» Les jumelles hochèrent la tête, visiblement encore en train de digérer les révélations de la veille. « Eh bien, aujourd'hui, nous avons plus d'informations à partager avec vous. Des informations qui peuvent être difficiles à entendre, mais qui sont une partie importante de qui vous êtes. » Marine et Marianne se regardèrent, une communication silencieuse que seuls les jumeaux semblent capables d'entretenir. Puis, Marianne, habituellement la plus silencieuse, demanda « Ça a un rapport avec le fait que tonton Laurent soit ici ?»« Oui, ma chérie, » répondit Patricia en tenant la main de sa fille. « Laurent n'est pas seulement un ami de la famille, comme vous le pensiez. Il est de notre famille biologique ?» hasarda Marine, toujours prompte à faire les liens. Un silence tendu s'installa dans la pièce. Laurent prit une profonde inspiration, sachant que l'heure de la vérité avait sonné. « Oui, Marine. Je suis de ta famille biologique. En fait, je suis ton père. » Les mots restèrent en suspens dans l'air, lourds, transformateurs. Les yeux des filles s'écarquillèrent, leurs expressions figées par le choc. « Comment ça, notre père ?» demanda finalement Marianne. « Nos parents sont morts dans un accident. C'est ce qu'on nous a toujours dit à l'orphelinat. »« Il n'y a pas eu d'accident, » expliqua doucement Laurent. « On vous a enlevé à moi quand vous aviez 6 ans. J'ai passé les 8 dernières années à croire que vous étiez partie, alors qu'en réalité, vous étiez vivante. D'abord à l'orphelinat, puis chez les Lambert. »« Je ne comprends pas, » dit Marine, les larmes aux yeux. « Qui nous a enlevés à toi? Pourquoi ?» Laurent regarda Livia, incertain de la quantité d'informations à révéler à ce stade. La psychologue hocha la tête de manière encourageante, lui indiquant de continuer. « C'était un plan élaboré par des personnes qui voulaient me faire du mal. Vous éloignez de moi. L'une de ces personnes était votre mère biologique, Hélène. »« Notre mère ?» s'exclama Marine, choquée. « Notre propre mère nous a enlevés à toi? Pourquoi? Elle ne nous aimait pas. »« Si, elle vous aimait, » assura Laurent, bien que les actions d'Hélène restent un mystère pour lui. Mais nous nous séparions, et quelque chose dans ce processus l'a poussé à prendre des décisions terribles. Des décisions qui nous ont tous blessés. Marianne, qui était restée silencieuse, digérant tout, leva soudain le regard. Le jardin avec la fontaine, la grande maison, l'homme qui jouait du piano et nous emmenait faire du vélo le dimanche. C'était de vrais souvenirs, n'est-ce pas? C'était toi. Laurent sentit les larmes couler sur son visage. Oui, Blanche, c'était moi. L'utilisation de son prénom d'origine sembla toucher quelque chose de profond en elle. Elle frissonna, comme si un courant électrique avait traversé son corps. « Tu m'as appelée Blanche. C'était ton nom. Béatrice et Blanche Fournier. Mes filles jumelles. Marine ou Béatrice,
se leva brusquement, se dirigeant vers la fenêtre dos à tout le monde. Ses épaules tremblèrent de sanglots contenus. « Comment savons-nous que c'est vrai? Comment savons-nous que tu n'inventes pas tout ça? Nous avons des preuves, ma chérie, intervint doucement Patricia. Des documents, des témoins, la déposition de la nounou qui a aidé à vous emmener. Et plus important, nous avons votre ADN. Nous avons fait le test secrètement, en utilisant des mèches de vos cheveux. La correspondance est parfaite. Laurent est sans aucun doute votre père biologique. » Georges, qui était resté silencieux jusqu'alors, ajouta « Il ne veut pas nous remplacer, les filles. Il n'est pas là pour vous enlever à nous. Il est là parce qu'il a le droit de faire partie de votre vie, tout comme vous avez le droit de le connaître, de comprendre d'où vous venez. » Marianne regarda Laurent avec une intensité qui le fit frissonner. C'était comme être examiné, jugé, par des yeux qui étaient le miroir des siens. À l'orphelinat, je disais toujours que mon père viendrait nous chercher un jour. Personne ne me croyait. On disait que c'était juste mon imagination, que je créais de faux souvenirs pour faire face à l'abandon. Mais je savais, quelque part en moi, j'ai toujours su que tu existais. Je n'ai jamais cessé de vous chercher, assura Laurent, la voix étranglée. Je n'ai jamais cessé de vous aimer, de vous attendre, même quand on m'a dit que c'était impossible, que vous étiez perdu pour toujours. Marine se tourna vers sa sœur, et une fois de plus, une communication silencieuse passa entre elles. Puis, à la surprise de tous, Marine se dirigea vers Laurent et, après un moment d'hésitation, le serra dans ses bras. « Je me souviens de ton odeur », murmura-t-elle en enfouissant son visage dans son épaule. « Je ne savais pas ce que c'était, mais quand tu as commencé à nous rendre visite, quelque chose a toujours semblé si familier. » Laurent l'enlaça, incapable de retenir les sanglots qui secouaient son corps. 8 ans de douleur, de deuil, de vide, comblés par ce seul moment de reconnexion. « Ma Béatrice », chuchota-t-il en embrassant le sommet de sa tête. « Ma fille ». Marianne observait la scène, encore hésitante. Mais quelque chose dans ses yeux avait changé. Une barrière était tombée. Lentement, elle s'approcha, se joignant à l'étreinte. « Tu vas rester maintenant ?» demanda-t-elle, avec la petite voix d'une enfant effrayée. « Tu ne vas pas nous quitter à nouveau ?»« Plus jamais », promit Laurent en les serrant toutes les deux dans ses bras. « Nous ne serons plus jamais séparés. » Patricia et Georges observaient la scène les larmes aux yeux, partageant un mélange d'émotions, la joie de la réunion des filles avec leur père biologique, la peur de ce que cela signifierait pour leur relation avec elle, l'espoir que, d'une manière ou d'une autre, tous trouveraient leur place dans cette nouvelle configuration familiale. Sylvie, qui assistait à tout en silence, ressentit une paix profonde. Son intuition, ce premier jour à l'hôtel particulier, en voyant le portrait des filles, avait initié cette incroyable aventure. Une aventure de révélation, de guérison, de famille reconstruite à partir des fragments laissés par la trahison et la séparation. Dans les semaines qui suivirent, de nombreuses autres conversations eurent lieu. Les filles en apprirent davantage sur leur passé, sur la maison où elles avaient vécu, sur la mère qui, pour des raisons encore obscures, avait choisi de les séparer de leur père. Elles visitèrent l'hôtel particulier de Neuilly, où des souvenirs endormis furent réveillés. Elles eurent des séances intenses avec la Drélivia, traitant la reconstruction de leur identité, l'intégration de leur passé à leur présent. Ce ne fut pas un processus facile. Il y eut des jours de colère, de confusion, de tristesse profonde. Des jours où elles remettaient tout en question, où elles se refermaient sur elles-mêmes, incapables de gérer l'ampleur de ce qui leur était arrivé. Mais il y eut aussi des jours de découverte, de reconnexion, de joie à retrouver des fragments d'une enfance presque oubliée. Juridiquement, la situation évoluait également. Claire Renaud avait été extradée en France et avait avoué sa participation au complot, confirmant l'implication d'Hélène. La recherche de l'ex-femme de Laurent se poursuivait, maintenant avec l'implication formelle des autorités. Quant aux filles, une solution inédite émergea. Après de nombreuses discussions et consultations avec des avocats spécialisés, Laurent, Georges et Patricia parvinrent à un accord de garde partagé. Les jumelles vivraient principalement avec les Lambert à Nice, où elles étaient établies, avec leurs amis et leur école, mais passeraient des week-ends alternés et des périodes de vacances avec Laurent à Paris. Ce fut lors d'une de ses visites à Paris, environ 6 mois après la révélation, que quelque chose d'extraordinaire se produisit. Laurent avait emmené ses filles au bois de Boulogne, le lieu où tout avait commencé. C'était un dimanche après-midi ensoleillé, et ils se promenaient tranquillement près du lac, partageant une glace et des conversations légères, lorsque Marianne, qui répondait désormais autant à ce nom qu'à celui de Blanche, s'arrêta brusquement,
les yeux fixés sur quelque chose au loin. « Papa !» appela-t-elle, utilisant le terme qu'elle alternait maintenant naturellement entre Laurent et Georges. « Cette femme là-bas, on dirait maman. » Laurent suivit le regard de sa fille et sentit son sang se glacer. À quelques mètres de là, assise sur un banc avec vue sur le lac, se trouvait Hélène. Plus âgée, les cheveux plus courts et teints d'une couleur plus foncée, mais indubitablement Hélène. « Restez ici !» ordonna-t-il à ses filles, qui l'observèrent avec des yeux écarquillés, tandis qu'il se dirigeait vers son ex-femme. Hélène le vit s'approcher et ne fit aucun geste pour fuir. Au contraire, elle se redressa sur le banc, comme si elle attendait ce moment depuis longtemps. « Je savais que nous finirions par nous retrouver ici, » dit-elle, lorsque Laurent s'arrêta devant elle. « Depuis combien de temps nous observez-vous » demanda-t-il, avec un calme qu'il ne ressentait pas. « Quelques semaines. J'ai su que vous les aviez retrouvées. Qu'elles vont bien, malgré tous vos efforts pour le contraire. » Hélène baissa les yeux, un rare geste de soumission pour celle qui avait toujours été une femme fière. « Je sais que rien de ce que je dirai ne justifiera ce que j'ai fait. Je sais que j'ai causé une douleur inimaginable à vous, aux filles. Pourquoi, Hélène? Pourquoi faire une chose aussi cruelle, non seulement à moi, mais à vos propres filles ?» Elle prit une profonde inspiration avant de répondre. « Au début, c'était juste pour te blesser. Nous nous séparions, tu menaçais de m'enlever les filles, de partir à l'étranger. Du moins, c'est ce que Claire m'a fait croire. Elle a manipulé ma peur, ma colère. Mais après que tout a été fait, quand j'ai réalisé l'énormité de ce que j'avais accepté, c'était comme se réveiller d'un cauchemar. Sauf que le cauchemar était réel et que j'étais la méchante de l'histoire. » Les larmes coulaient, maintenant, sur son visage. J'ai essayé de tout défaire, je le jure. Mais Claire a dit qu'il était trop tard, que je serais arrêté, que je ne reverrais plus jamais les filles de toute façon. Alors tu as fait semblant. Tu as fait semblant d'être dévasté. Tu as fait semblant de tenter de te suicider. Ce n'était pas un simulacre, corrigea-t-elle fermement. La culpabilité était si insupportable que je voulais vraiment mourir. Et puis, quand j'ai survécu, la seule façon de gérer ce que j'avais fait était de leur rendre visite secrètement, de m'assurer qu'elles allaient bien, qu'elles étaient heureuses. « Tu savais où elles étaient pendant tout ce temps ?» demanda Laurent, incrédule. « Tu le savais et tu n'as jamais rien dit ?» J'étais prise dans ma propre toile de mensonges, Laurent. Plus le temps passait, plus il semblait impossible de dire la vérité. Et puis, quand j'ai su que tu étais sur le point de tout découvrir, j'ai paniqué. J'ai fui. Et maintenant, pourquoi revenir? Pourquoi risquer d'être vue? Hélène regarda au-delà de lui, vers l'endroit où se trouvaient les jumelles, observant la scène avec curiosité et appréhension. Parce que je devais les voir une dernière fois. Parce que, malgré tout ce que j'ai fait, je suis leur mère. Et parce que... Elle hésita. Parce que je suis malade, Laurent. Il ne me reste pas beaucoup de temps. La révélation prit Laurent par surprise. Un instant, sa colère laissa place à la compassion. Un sentiment qu'il n'aurait jamais cru ressentir à nouveau pour cette femme qui avait causé tant de mal. « Hélène, je ne veux pas de ta pitié, » l'interrompit-elle, retrouvant un peu de sa fierté d'antan. « Ni de ton pardon. Je ne mérite ni l'un ni l'autre. Je veux juste que tu saches que je regrette, chaque jour, chaque minute, ce que j'ai fait. Et je veux que nos filles sachent que, malgré tout, je les ai toujours aimées. Même quand j'ai pris la décision la plus terrible possible, c'était par un amour déformé, maladif, mais de l'amour quand même. » Laurent regarda derrière lui vers ses filles, qui échangeaient maintenant des regards anxieux, débattant clairement de l'opportunité de s'approcher. « Elles méritent d'entendre ça de ta propre bouche, » dit-il finalement. « Je ne sais pas si elles sont prêtes à pardonner. Je ne sais pas si elles le seront un jour. Mais elles méritent la chance d'entendre ta version, de poser leurs questions, d'exprimer leur douleur. Tu le permettrais? Après tout, il ne s'agit pas de ce que je permets, Hélène. Il s'agit de ce dont elles ont besoin. Et je soupçonne que, pour vraiment aller de l'avant, elles ont besoin d'affronter ce dernier fantôme de leur passé. » Hélène acquiesça, comprenant. « Merci, Laurent. D'être un meilleur père que je n'ai été une mère. » Laurent fit un geste aux filles, qui s'approchèrent lentement, hésitantes, comme des biches s'approchant d'un prédateur incertain. Lorsqu'elles furent assez proches pour reconnaître Hélène, elles s'arrêtèrent toutes les deux, comme si elles avaient heurté un mur invisible. « Maman ?» chuchota Marine, la première à trouver sa voix. « Bonjour mes filles », répondit Hélène, la voix tremblante. « Vous avez tellement grandi ?» Ce qui suivit fut une conversation difficile, chargée d'émotions, pleine de questions douloureuses et de réponses pas toujours satisfaisantes. Hélène n'essaya pas de se justifier, ne demanda pas pardon,
Elle offrit simplement la vérité brute de ses actions et de ses motivations, assumant l'entière responsabilité de la souffrance qu'elle avait causée. Les jumelles écoutèrent en silence, posant occasionnellement des questions, mais surtout absorbant, digérant. Il était trop tôt pour le pardon, trop tôt même pour une compréhension totale. Mais c'était un début, une étape nécessaire dans leur parcours de guérison. Quand le soleil commença à se coucher, jetant des rayons dorés sur le lac où tout avait commencé 8 ans plus tôt, Hélène se leva pour partir. « Je vais me rendre aux autorités », annonça-t-elle. « Répondre de mes crimes comme j'aurais dû le faire il y a bien longtemps. »« Vous êtes sûr ?» demanda Laurent. « Avec votre état de santé. Une raison de plus de faire ce qui est juste, tant que je le peux encore, » répondit-elle avec un sourire triste. « Peut-être qu'ainsi, un jour, mes filles pourront se souvenir de moi avec autre chose que du ressentiment et de la déception. » Avant de s'éloigner, Hélène regarda une dernière fois les jumelles, gravant leur visage dans sa mémoire. « Vous êtes extraordinaires, » dit-elle simplement. « Bien plus forte que je ne l'ai jamais été. » Puis elle partit, une silhouette solitaire face au coucher du soleil, portant le poids de ses choix, mais aussi, peut-être, un peu plus légère pour avoir enfin affronté la vérité. Laurent et les filles restèrent au parc jusqu'à ce que les premières étoiles apparaissent dans le ciel. Assis au bord du lac, parlant à voix basse, digérant ensemble la rencontre inattendue, ils étaient l'image d'une famille reconstruite des cendres de la trahison et de la séparation. « Papa » appela Marianne, en posant sa tête sur l'épaule de Laurent. « Tu penses qu'un jour tout cela aura un sens, que nous comprendrons pourquoi nous avons tant souffert ?» Laurent réfléchit un instant avant de répondre. « Je ne sais pas si cela aura un jour un sens complet, ma chérie. Certaines douleurs sont trop grandes pour être entièrement comprises, mais je pense que nous pouvons apprendre à vivre avec, à grandir à partir d'elles. Et plus important, nous pouvons choisir ce que nous faisons à partir de maintenant, comment nous écrivons le reste de notre histoire. »« Notre histoire », répéta Marine en souriant. « J'aime bien comment ça sonne. Et c'est toute une histoire, » ajouta Laurent en serrant ses filles dans ses bras. « Avec une fin heureuse, j'espère. »« Ça, ce n'est pas une fin, » corrigea Marianne, sage au-delà de son âge. « C'est juste un nouveau commencement. » Et sous le ciel étoilé de Paris, père et fille partagèrent un moment de paix, d'espoir renouvelé. Le chemin à parcourir serait encore long. Il y aurait encore des jours difficiles, des blessures qui auraient besoin de temps pour cicatriser complètement. Mais ils étaient ensemble maintenant, enfin réunis après des années de séparation, prêts à écrire ensemble les prochains chapitres de leur extraordinaire aventure. L'avenir, avec toutes ses incertitudes et ses possibilités, n'avait jamais semblé aussi brillant. Fin de l'histoire. Chers auditeurs, nous espérons que l'histoire de Laurent, Béatrice et Blanche a touché vos cœurs. Pour suivre d'autres récits émouvants comme celui-ci, nous avons préparé une playlist spéciale qui explore les liens familiaux dans toute leur complexité. Retrouvez-la ici, sur le côté gauche de l'écran. Si ce voyage de retrouvailles et de pardon a remué vos émotions, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de liker cette vidéo. Chaque jour, nous vous proposons des histoires uniques qui naviguent dans les profondeurs des sentiments humains, explorant notre capacité à surmonter même les séparations les plus douloureuses. Partagez vos impressions dans les commentaires. Quel moment de cette histoire vous a le plus touché? La découverte initiale de Sylvie, les premières retrouvailles entre Laurent et ses filles, ou peut-être la confrontation finale avec Hélène? Nous sommes impatients de lire vos commentaires et de vous apporter de nouvelles histoires qui continueront à vous émouvoir et à vous inspirer.